RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Mr. White a quasiment réussi à me faire pleurer, Jerry. Oui. Oui. C'est un gars sensible, moi. T'as vu le vidéo? J'ai vu la vidéo du départ de Carey Price ce matin de sa maison. Donc, avec les voisins? Oui, les voisins qui... je suis certain que Carey Price, je ne sais pas si c'est des gars de hockey qui sont là ou c'est du monde ordinaire qui reste dans le quartier, mais je suis certain que Carey Price est un bon yob. Ouais, oui. C'est sûr que c'est un bon yob. Ça ne peut pas être un mauvais gars, ce gars-là, c'est clair. Puis Pierre Gervais nous l'a dit, il l'a dit dans son livre carrément, c'est Carey Price, c'est un super de bon gars. Donc, Carey Price, son aventure à Montréal, c'est terminé. Donc, départ pour de bon. Aujourd'hui, parti avec son pick-up de gars de chasse, avec les enfants dans le pick-up, donc en direction de l'Ouest canadien. Ils ont 2 maisons, une à Kelowna et une autre, à peu près 45 minutes, 50 minutes de Seattle dans les terres, dans un endroit, regarde, fantastique. Et je te pose la question, même. OK? Enlevons les émotions de voir un bon gars qui s'en va. Est-ce que c'est une carrière gâchée? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Hein? Gâché par? Gâché par le fait que... tu sais, je pense qu'il n'a jamais été, peut-être une saison, il n'a jamais été le grand gardien qu'on aurait aimé qu'il soit. Ouais. Tu sais, je veux pas. Les Olympiques, je peux comprendre, mais entre vous et moi, là, les Olympiques, on aurait mis le gars de Las Vegas, puis ils ont gagné la même affaire avec l'équipe qu'il y avait là. Tu sais, Piquet Sauben n'était pas capable de... Piquet Sauben était 7e défenseur. T'sais. Donc, rappelez-vous de cette époque. Donc, le goaler n'avait pas... Puis je comprends, les joueurs vont vous dire « Oh, on avait Carey dans le net, Carey est dur à déjouer, etc. Quand on a Carey, on joue avec une certaine confiance. » Puis, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'était pas bon. Là. C'est juste qu'on regarde ce qui s'est passé là. On regarde ce qui s'est passé avec un gars qui son surnom, c'est Suitcase. Okay? Oui. Ça veut dire qu'il a fait le tour de la Ligue. Le gars a eu des playoffs avec... il a commencé un peu plus tard, mais... La grosse partie qu'il a joué dans les playoffs, le gars a gaulé des playoffs extraordinaires. On le connaît pas. On le connaît pas. Tandis que là, des fois, tu as un gars, genre, quasiment un genre de bon Dieu annoncé à l'avance. Et le gars nous a rien amené. Donc, ce que le temps me démontre, c'est, que j'ai eu raison dans toutes mes histoires où j'explique. Moi, j'ai toujours dit, ça n'a rien à voir avec Price, ça n'a rien à voir avec son talent. Ça a à voir avec le fait que ça te prend un super bon club de hockey, puis une fois que tu as un bon club de hockey, tu essaies de trouver, s'il te reste un peu de cash, le meilleur goaler qui peut te donner une chance de te donner une victoire le soir où les bons gars ne jouent pas une bonne game. Tu comprends? Price, je le vois de même. C'est peut-être bizarre de parler comme ça, là. Mais tu sais, tu as un produit. Tu vas dire, ça, c'est un bon produit. Oui, c'est un bon produit. Mais c'est pas un super rapport qualité-prix. C'est pas un... Ouais, c'est ça. C'est dans le sens que... C'est un steak cher qui n'est pas goûteux. Price, il y a des saisons de... C'est ça l'histoire aussi. Question de blessure. Tu dis, mais c'est pas de sa faute. Ouais, mais ça fait partie de la patente pareil. Ben oui, à un moment donné, des saisons de 40 matchs, des saisons de 39 matchs, saison de 12 matchs, une autre saison de 49 matchs. À un moment donné, tu te dis, oui, mais là, c'est pas de sa faute, il est blessé. Oui, mais ça fait partie de la patente. Quand il est d'un but, OK, puis ça chauffe, puis il peut faire des bons arrêts, puis le pourcentage d'arrêts, je comprends. Oui, mais là, tu regardes une photo. Élargis la photo un peu. Là. Le salaire, le nombre de matchs joués, ça veut dire, c'était correct. C'est ça l'histoire. Mais il est overpriced. Je ne sais pas de jeu de mots. Puis l'affaire, c'est que. Il est overpriced, pas à peu près. Il porte bien son nom, mais l'affaire aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte comment qu'un salaire cher comme ça
te barre pour d'autres choses. Parce que le salaire, il s'en va à Price. Mais on s'entend que les goalers à 10 millions, c'est fini. Là. Ça n'a pas de sens. On s'entend que là, les équipes ont compris que tu n'as plus besoin d'un goaler à 10 millions. Tu peux avoir un goaler à 5 millions. Il faut que tu mettes ton argent à bonne place. Ça te prend un super défenseur qui m'ouvre le puck. Ça te prend 2 gros trios. C'est là qu'il faut que tu mettes ton argent. Moi, et ça n'a rien à voir, regarde, je connais pas assez. Je connais pas assez tous les détails. Je n'étais pas sur la glace. Je n'ai pas joué contre. J'ai pas vu. Mais si je regarde ce que tu me montres, les stats, puis le nombre de matchs, c'est probablement un des gars les plus overrated que le Canadien a eu dans toute son histoire. Et ce que je vous dis, c'est que si le gars gagne 5 millions par année, puis que dans les journaux, on modère un peu, parce que là, on parlait du plus grand gardien de l'histoire, du meilleur joueur du Canadien, d'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On l'a échappé pas à peu près, mais ça c'est très québécois. Ça, c'est de beurrer épais de même. C'est très, très émotif, très n'importe quoi. C'est un peu nous autres. La réalité, quand on regarde dans les faits, le gars, il nous a amené nulle part. OK? Donc, et le pire, c'est que c'est même pas lui qui a demandé ça. C'est même pas dans sa nature de demander ça. En fait, c'est même contre nature. Il veut rien savoir de ça. C'est probablement que Price aurait une bien plus grande carrière dans l'anonymat, dans une équipe où il y a de superbes joueurs de hockey et qui est juste un genre d'excellent goaler, mais qui est en support à une grande équipe. Là, on lui a demandé d'être Patrick Roy. Il n'a pas le tempérament pour être Patrick Roy. On lui a demandé d'être un genre de Guy Lafleur ou un genre de Jean Béliveau. Il n'y a rien de ça parce que ce n'est pas dans sa personnalité. Donc, il n'était pas bien là-dedans. Moi, je suis certain qu'il n'était pas bien. Et la pression a fait qu'il y a eu ses problèmes de consommation, il y a eu ses problèmes de couple, il y a eu un paquet d'affaires qu'on a tout entendu parler, puis il fallait faire semblant que ça ne s'est pas arrivé. Mais garde, bonne retraite. Ça a l'air d'un Christy de bon yard. Un bon yard. C'est un bon yard. Le compte de banque est bien plein. Le gars va pouvoir aller à la pêche. Le gars va pouvoir aller à la chasse. Il va probablement s'impliquer dans le hockey d'une certaine manière. En tout cas, quand je lui souhaite une superbe vie, j'ai trouvé qu'on y en a mis beaucoup sur les épaules. Je pense qu'on a fait ça par amour un peu à des bouts, mais ça, on a à retenir ça. D'abord, sur les goalers, il faut décrocher de ça. Là c'est-tu réglé, goaler? Oui, c'est réglé. On le sait. Tu peux gagner la Coupe cette année qu'un goaler moyen, un gars juste normal. Aujourd'hui, la grosseur des goalers, la manière, les techniques qu'ils ont, tu n'es plus obligé d'avoir un genre de Superman. Tu n'es plus obligé d'avoir ça. Mets ton argent ailleurs, mets-toi un goaler de 3, 4, 5 millions dedans, aie 2 backups parce qu'ils ont des blessures plus souvent qu'autrement. Donc, c'est le même qu'il faut que tu gères tes goalers. Là, on a réglé on a compris finalement ce bout-là. Là. On l'a compris. Mais une fois que tout ça est dit, bonne retraite. Les images sont le fun. De voir qu'il s'en va vers un peu le... C'est le premier choix du Canadien. Écoute, il y a 100 millions à son compte de banque. Bon, c'est ça. Il y a 100 millions à son compte de banque. Ça ne va pas vers ça va pas vers la misère. Là. Mais moi, c'est le bout que j'accepte pas. Là. Je sais. Mais moi, Price, c'est le pick-up, c'est madame qui s'en va avec les enfants. Price, il se prend un condo à Montréal. Là. Oui, je suis pareil comme toi. Enough, là. C'est un peu, là. OK. Là, c'est l'assurance qui te paye. Là. Ouais, je comprends. Ah, je suis correct. L'assurance qui te paye. L'assurance, elle paye parce que tu n'es pas d'un but. Mais on s'entend-tu que tu peux faire un travail de mentor auprès, mettons, des jeunes gardiens de l'organisation? Il l'a fait récemment avec Mutombo avant qu'il parte pour le championnat. Il l'a fait. Il est capable de le faire. Il est respecté. Justement, c'est un gars qui est respecté. C'est un gars qui est fin dans la vie. Donc, il faut qu'il continue à travailler pour le Canadien pour le reste. Oui, il reste 2 ans, ce contrat, lui. 2 ans. Mais tu te dis non. Kerry, tu es 2 ans ici, là. Ouais, là, ma femme. Non, c'est ta femme. Ta femme, arrête, là. Il y en a d'autres, des femmes. Oui, mais dis ta femme, t'es encore... Christophe, l'argent qui rentre, là, elle vient de quelque part, là. Ouais, mais elle vient de l'assurance. Ouais, elle vient de l'assurance. Oui, mais Christophe... C'est l'assurance salaire. Oui, c'est ton assurance salaire. Elle vient pas mal, l'assurance, elle vient pas mal dans le prix d'étiquette. Oui. À un moment donné, le gars, il est camionneur, il se blesse à une jambe. C'est-à-dire, le gars ne peut pas payer sa cloche du troc. C'est pas grave, c'est l'assurance qui paye, c'est pas l'employeur. Ouais, mais t'as peu, là. Le gars, on va lui trouver une job en dedans. Là. Regarde, on peut trouver quelque chose. Oui, il y a un gars sur le lift. Oui, il y a des... oui, on peut trouver quelque chose. Là. Non, moi, je veux m'en aller chez nous. Non, ça va pas chez vous, Christophe? Ben oui, moi, je suis payé pour chauffer un truck. Ouais, mais télétravail. Non, ça marche pas de même dans la vraie vie. Ah, peut-être que Price pourrait faire du télétravail. Ben voyons, c'est sûr. Oui.
Ouais. Non, Il mais, ne fera pas de télétravail. ouais, mais toute l'affaire du Il salaire. va garder là, ses enfants, puis elle va se promener. L'affaire du salaire de Price, c'est pas lui qui a exigé ça. Tu sais, oui, en partie, mais il y a quand même quelqu'un qui a donné le salaire. Là. Et toute l'affaire aussi du fait que... Non, c'est- mais Jerry n'est pas contre son salaire. Non, Jerry je il est contre comprends. le fait qu'il ramasse un salaire pour plusieurs années puis s'en va chez Oh, eux oui. loin du Canadien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui reprochent, mettons, là, son salaire de... C'est quoi qu'il gagnait, lui, 10 millions par année? 10,5. 10,5. Puis Oui, là, 0,5 le- quand même. C'est ça. On va oublier le 0,5. Mais non, Non, le il est là, 0,5, le point c'est 500 000. Puis le fait que c'est le meilleur gardien qui a jamais existé aussi, ça, c'est une affaire de journaliste. C'est pas lui qui se vantait de Non. ça partout, là. Non, exact. Non? exact. Non, C'est ça. c'est pas lui, ça. C'est pas lui. Bon, c'est ça. Ça, c'est pas lui, ça vient pas de lui. Non, c'est pour ça que je te dis que la majorité des affaires, c'est pas lui. Non, ouais. Mais le bout, je suis d'accord avec Jerry sur ce bout-là. C'est qu'à un moment donné, il reste dans l'organisation un peu. Tu es payé anyway. Ouais, mais je ne suis pas payé par l'équipe, je suis payé par l'assurance. Mais non, l'assurance est payée par l'équipe. L'assurance, c'est dans le package du deal. Il y a quelqu'un qui paye. Il y a une assurance, c'est pas gratis, ça fait partie de la patente. En tout cas, quand les images circulent sur le web, donc c'est un. Traverser le Canada de bord en bord, c'est quand même assez long. Là. Oh. Tu sais, il va faire un beau voyage. D'après moi, c'est pas le gars qui est bien stressé en arrière du volant. Hey, juste vous donner des nouvelles qui sont arrivées dans les dernières minutes, quand même important. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mardi où on a du soleil qui se pointe, pas pire. Hunter Biden, donc, il a agree de plaider coupable à des histoires de taxes fédérales et également d'un fusil qui n'est pas enregistré. Donc, il commence à avoir de la pression sur Hunter Biden. Donc, ça, c'est pour les gens qui suivent l'actualité américaine, voilà. On s'entend que la famille Biden, depuis plusieurs années, et même la dernière élection, a été protégée par les médias, et pas à peu près, mais à un moment donné, je veux dire, tu ne peux pas empêcher les autorités de faire leur job. Tu sais, tu peux retenir, tu peux protéger, tu peux faire semblant que ça n'existe pas, tu peux faire du bruit alentour pour être certain de ne pas en parler, mais là, à un moment donné, ça te pète d'en face. Et c'est ce qui arrive avec Hunter Biden. Juste de même, juste vous dire une petite affaire avant, parce que tantôt, on a le prof Caron faire une boîte avec Jerry également. Je vais peut-être essayer de vous jaser de quelques affaires que j'ai dans un genre de poubelle, si jamais on a le temps d'en faire une. Mais juste vous dire que est-ce que vous vous rappelez de la gaffe qui a coûté l'élection des libéraux? Quand la CAQ est rentrée au pouvoir, la première fois, la CAQ était bien installée dans la région de Québec en raison de l'annonce du troisième lien, mais ce n'était pas encore répandu dans... Tu sais, habituellement, Québec, ensuite, tu as Victo, ça monte par la 20, ça déborde un peu vers la Beauce, et finalement, ça va aboutir vers le 4-5-0. Jamais dans le 5-1-4, mais dans le 4-5-0. Et à ce moment-là, quand est arrivée cette gaffe-là, on ne sentait pas que ça allait... oui, on sentait que la CAQ était plus en forme qu'elle était à la dernière élection, qu'elle était en légère progression. Mais il est arrivé une gaffe pareille pour donner un coup de main à la CAQ. Et la gaffe, ça a été C'est Couillard. C'était le premier ministre sortant de l'époque, Oui. Philippe Couillard. On est en 2018, là. OK? Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe Couillard? Philippe Couillard, il a dit que c'est possible de nourrir une famille pour 75$ par semaine. Bon, écoute bien. Il Avec le temps, il n'y a pas tort, là. dit que c'est possible de le faire. Tu sais, dans le temps, il n'avait pas dit, mettons, qu'il allait se bourrer à la face non plus. Là. Mais je veux dire, il dit que c'est possible de le faire. Bon, on l'a traité de tout et non. La vérité, c'est que si tu t'en vas au panier extra et que tu fais attention, c'est sûr que là, tu vas peut-être manger deux fois la même affaire. Ben, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, ça, c'est sûr. Beaucoup de bouffe faite à base d'œufs. Oui. Tu sais, ta protéine avec des œufs. Voilà. Tu es capable de t'organiser avec 75$, mais ça va prendre une gymnastique incroyable, on s'entend, là. Ben, moi, je vous dirais que l'histoire de... Je sais que c'est pas un scandale parce qu'il y a une relation incestueuse depuis la COVID entre la CAQ et les médias québécois. C'est un peu bizarre comme relation, sérieux, là. Tu sais, hier, ce que François Legault... Quel est le plus gros... Les gens parlent de deux affaires, OK? Les gens parlent de deux choses. Non, ils ont parlé un peu de boucan, mais je veux dire, en général, les gens ne parlent pas de réchauffement climatique.
Les gens, ils vont vous parler à peu près toujours des mêmes sujets. En ce moment, c'est le coût de la vie, donc le prix de la bouffe. Ils sont allés pour s'acheter quelque chose, ça coûtait 75$ l'année passée, ils sont arrivés, ça coûtait 150$. Ils sont arrivés chez le frère, hey, t'as la fin l'année passée, 75$, c'est rendu 150$ cette année, sont-tu malades? Tu sais, c'est des gens de patente de même. Même chose aussi pour, je dirais, l'autre sujet, c'est le prix des maisons. Donc, le prix des maisons, le fait que les gens renégocient leur hypothèque en ce moment, etc. Donc, c'est beaucoup. Bon, tu vas entendre de temps en temps le mot Trump, là, à tout bout de champ. C'est genre à quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, puis il te parle de Trump. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Là. Ouais, comme Donald Trump, là, là tu ne sais pas trop d'où ça vient, mais ça fait partie. Les médias ont réussi à créer une histoire alentour de Trump au Québec où on parle plus de Trump ici que le monde aux États-Unis parle de Trump. C'est un peu bizarre. Donc, le coût des maisons, c'est une grosse affaire. OK? Le coût des maisons, la disponibilité des maisons. Là, on a le gouvernement qui est en train de trimer de quoi pour essayer d'acheter des appartements existants qui appartiennent à des propriétaires privés et le gouvernement veut les acheter pour les nationaliser. C'est-à-dire, là, on parle. Là, on n'est plus dans le socialisme. Là. On est vraiment dans le communisme mur à mur. Et là, hier, il a été questionné sur le coût des maisons et le coût du logement. Puis, excusez-moi, là, pour moi, là, d'abord, l'explication de Tiaparouette, c'est tout croche, on comprend rien pour un gars qui est supposément... C'est quoi sa formation, lui? C'est un gars, c'est un comptable. C'est un comptable. En tout cas, regarde, un comptable, c'est un comptable. Là, je veux dire, en principe, il devrait avoir certaines bases d'économie, mais la manière qu'il explique la patente, c'est tout croche. Donc, on lui a demandé sur les maisons et tout. Pour moi, là, la réponse que je vais vous faire entendre, là, c'est pas mal pire que l'histoire à Philippe Couillard. Mais Couillard, c'est un libéral. Les libéraux, les médias, les haïssent. Bon, peut-être que depuis qu'il y a des gens de communistes comme Marois Risky, ça leur donne un break un peu, mais quand c'était Charest, quand c'était Couillard, les libéraux se sont fait frapper dessus, entre autres par les médias de Québécois. C'est quasiment à tous les jours. Là. Et depuis que c'est la CAQ, puis on voit souvent Pierre-Carl Pellado s'en aller dans le bureau du premier ministre. Sérieux, c'est un peu bizarre, ça. Est-ce que je suis seul à trouver ça bizarre? Qu'une fois par 2 mois, il y a une photo sur Twitter de Legault. Et il va souvent. Qui reçoit PKP. Oh, oui. Ouais, c'est un peu bizarre, la patente. Et Legault, lui, ce qu'il a dit hier, excusez-moi, si les médias font leur job, et si on a frappé, je comprends que c'est une période électorale, mais si on a frappé autant sur les libéraux et sur Philippe Couillard sur le 75$ pour la bouffe, ben ça, c'est dans le même range. Hein, que le Québec doit rattraper l'Ontario. Donc là, on rattrape l'Ontario dans les valeurs de l'immobilier, le coût des immeubles, tranquillement. Donc, il y a une augmentation des loyers, un peu comme à Toronto. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien, écoutez, c'est sûr que si demain matin, les salaires étaient 10% plus bas au Québec ou 25% plus bas au Québec, ça amènerait une baisse du prix des maisons. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact, il y a une conséquence au fait que les salaires augmentent. Moi, je souhaite qu'on rejoigne non seulement l'Ontario, mais aussi le reste du Canada, les États-Unis. Et plus les salaires vont augmenter, plus le prix des maisons va augmenter. C'est une conséquence de l'offre et de la demande. Mais à un moment donné, je souhaite pas que le Québec reste pauvre pour qu'on garde un prix des maisons plus bas que Toronto ou Vancouver. Bon. L'Ontario. Bon. Ça, c'est quand même spécial. OK? Dur à suivre parce qu'il va sur 2 concepts. Oui. Et il va sur le concept du salaire. OK? Est-ce que votre salaire a vraiment... Il y en a. Il y a des gens que leur salaire a augmenté qui sont les gagnants de la COVID. Ça c'est clair. Est-ce que quelqu'un qui est fonctionnaire en ce moment, son salaire a vraiment augmenté par rapport... À part si vous êtes infirmière ou vous travaillez dans un CHSLD, vous n'avez pas des gros salaires. Là. Donc, est-ce que vous avez vraiment gagné depuis l'inflation? Pas vraiment. Tu sais, la réalité, là, puis enlevons enlevons, je dirais, le taux hypothécaire, parce que je sais que pendant une couple d'années, dans les années 80, c'est quand même élevé, pas à peu près. Là. Mais n'oubliez pas que nos parents ont acheté, se sont fait bâtir des maisons, tout dépendamment où vous étiez, puis le terrain, mais quand je vous dirais qu'il y avait des maisons pas mal de disponibles au Québec avec, tu sais, une maison, bâtir ça, il y a des annonces qu'on voit. Là. Un bungalow, ça coûtait 7 000 à bâtir. Oui. 7 000 $. Un terrain, c'est aux alentours de 2 000, 2 500 $. OK? Mettez 10 000. Les gens gagnaient
Quand mon père a bâti la maison à 10 000 $, mon père gagnait 15 000 OK, ça, c'est le début des années 70. Je dis, ouais, OK. Mais aujourd'hui, les jeunes qui achètent cette maison-là à 10 000, qui sont à salaire entre 50, 60, 70 000, très bon salaire, 70 000, 75 000, très bon salaire, je parle de jeunes, donc dans la trentaine. Allons-y plus vers 55, 60, hein, pour les gens qui ont la possibilité de regarder pour une maison. Puis dans ce temps-là, n'oubliez pas, là, la madame ne travaillait pas. Là. Un salaire seulement. Un salaire seulement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez besoin de 2 salaires parce que si, mettons, vous avez un enfant qui est neuf, OK, qui a besoin d'avoir un terrain puis qui a besoin d'un peu d'espace, et vous dites, écoute, on va essayer d'organiser une maison avec le salaire, puis on va, parce qu'on a 2 salaires de 60 000, 120 000 de revenus. 120 000 de revenus. Mais là, la maison de grand-papa qui est disponible, qui est à refaire en passant. Le cuivre, les tuyaux de cuivre ne fonctionnent plus, ça prend... il y a même la boîte électrique qui est à changer. Tant qu'à ça, on va faire le filage. Il faut checker le drainage en entour de la maison. Ça sent un peu l'humidité dans la maison. Le drain agricole est rempli de schnout. De schnout, là. Oui, c'est ça, exact. Ensuite, les armoires, refaire la chambre de bain, on a la toiture et so-so, et un peu d'aménagement paysager, parce que quand on arrive à la maison, on a l'impression qu'on est en 1975. Mais la maison est quand même 389 000 $, plus un 100 000 pour la mettre à jour. Donc, on parle de 489 000 pour quelqu'un qui gagne 120 000. Est-ce qu'on est à la même place qu'une maison de 10 000 pour quelqu'un qui gagne 15 000? La règle de 3 est facile à faire, OK? Très facile à faire. Donc, ça n'a pas de lien nécessairement l'augmentation des maisons avec les salaires parce que ça n'a pas suivi. Les salaires n'ont pas suivi l'augmentation des valeurs de nos maisons, loin de là. Donc, très inquiétant pour nos enfants en passant. Si vous avez des enfants de 15 ans, 16 ans, 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, à se demander, est-ce qu'ils seront capables d'avoir leur propre maison dans le futur? Avouez que c'est un questionnement que beaucoup de parents ont pour leurs enfants. Tu as ce questionnement-là en ce moment. Exactement ça. Mon ami Jerry. Et là, il essaie de jouer avec les salaires. Et là, plus tard, il vient avec l'offre et la demande. OK, mais mettons qu'on met ça dans le melting pot. On l'a fait sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez vous inscrire et devenir membre pirate, vous allez sur radiopirate.com. C'est drôle, hein, parce que je pense pas que le marché de Québec est le marché de Dallas, Texas. En tout cas, j'ai pas le feeling que Québec est le marché de Dallas. Le Texas avec la Floride... C'est un marché riche, là. Ça veut dire, en fait, compte, les gens gagnent des salaires qui ont de l'allure. IT, pétrole, énergie, etc. C'est un marché... Pas une place de pauvres. C'est un marché riche, OK? C'est une des places les plus riches aux États-Unis, OK? Donc, les deux États où les gens arrivent en grand nombre, Floride et Texas. Donc, si je me fie à ce qu'explique François Legault, une maison au Texas doit être très, 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 très chère. Beaucoup plus cher qu'ici. Là. Oui. De par la grosseur, de par l'arrivée de beaucoup d'Américains qui déménagent au Texas, Exactement. de beaucoup d'immigrants qui arrivent Et cet État-là est en explosion démographique. Là. Et pourtant, tu m'as fait une liste sur Zillow ce matin. Tu sais, moi, je dis aux pirates, allez sur Zillow, marquez Dallas, puis fouillez un peu les prix des maisons. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Là. Non, mais m'excuse, là. Tu as des très belles maisons, une maison de rêve pour un couple québécois, là, tu sais. Ils ne demandent pas à l'une, là. Ils veulent avoir une maison. Mais tu m'as sorti une super écœurante neuve à 239 000 tantôt. À 239 000 piastres. Ah, mais c'est US! Non, ben... Ah, mais c'est parce que le gars gagne 80 000 US, puis elle gagne 70 000 US. Là. Elle est moins posée qu'ici, puis elle a moins de taxes de vente. Là. Ben oui. Donc, faites pas ça, là. En bas de 3,25, là, tu ne plein, là. J'ai des pages, énormes, j'ai là. des pages et des pages et des pages. Et à 3,25, c'est énorme. À 3,25, t'as 2 portes de garage. Là. C'est capoté, là. Quand tu vois ça, tu te dis, hein, c'est pas la même planète. On n'est pas sur la même planète. Bon, on a fait quoi pour ça? On a de l'offre. Et l'offre vient, on développe, on ouvre des rues, on ouvre des banlieues. Voilà. On fait ce qu'on a fait dans les années 70, qu'on a toujours fait au Québec. Maintenant, nous autres, on s'est tiré dans le pied. On a limité le développement. On a protégé un paquet de terre. On arrête pour des histoires de grenouilles. On s'est mis des règles au niveau de la construction résidentielle, au niveau de combien coûte la construction. Et ça n'a plus de sens. On devrait
libérer tout ça. Peut-être le garder pour le commercial, puis l'industriel, puis tout ce que vous voulez. Mais au niveau résidentiel, parce que le monde a besoin d'un toit, hein? Puis, à un moment donné, ils ont besoin d'être capable de se le payer. Donc, il faut faire quoi? Bien, il faut que l'offre soit là. Il faut que l'offre soit là. Dans la région de Québec, il y a un terrain disponible pas loin de chez vous. OK? Oui, à Beauport. Les sœurs du... Les Sœurs de la Charité. Les sœurs de la Charité. Je suis allé voir, Jeff, la grandeur du terrain. Puis ça m'intriguait. C'est combien? C'est C'est quoi? 203 hectares. 203 hectares. Tu peux faire une petite ville dans ville. Exact. Tu peux mettre des milliers de maisons. Bâtissez des milliers de maisons là. Puis mettez des maisons modèles, puis dites aux gens, venez acheter des maisons. Mais je vous dis une affaire. Le bonhomme qui a vendu sa maison Feigny à 389 000 à son gendre. Oui, lui, là. Lui, sa maison, là, s'il y a l'inventaire à l'os dans le coin de Beauport sur le bourg, sa maison, il est obligé de la vendre 199 000. Et parce que voilà. l'autre va dire, ton esti de chac, garde-les. Et voilà. Il est là le bug. Il est là le bug. Pas que l'explication douteuse du. Mais là, les salaires. Les salaires. On est content. L'Ontario, là, l'Ontario, c'est pas Le l'Ontario. Québec doit rattraper l'Ontario. Tu sais, le Québec doit rattraper l'Ontario. Ben oui, le Québec doit rattraper l'Ontario. On fait une fixation là-dessus. Là. Moi, j'ai un mot à dire à François Legault, puis je te l'ai dit ce matin. Monsieur Legault, le gars gagne 60 000, sa blonde gagne 60 000. Ils veulent fonder une famille. Ils vont se ramasser dans un HLM. La seule place qu'ils vont pouvoir rester, c'est dans un HLM. C'est exactement. C'est ça que tu veux? C'est exactement ce qui va se passer. Puis le gars, il a un bon salaire. La fille a un bon salaire. S'il n'y a pas un changement draconien dans un paquet d'affaires, Ben voyons. parce qu'on n'est pas capable d'offrir de l'inventaire, avec le nombre d'immigrants qui rentrent, les vieux qui ne meurent pas, Ben voyons. parce qu'on pensait qu'ils allaient tous mourir de la COVID, personne n'est mort. Donc, ils ne meurent pas. Donc, il faut qu'ils restent quelque part, eux autres. Il faut rester quelque part. Il faut rester quelque part. Donc, c'est là le bug. Est-ce que tu voulais me parler, Mr. White? Oui, je voulais dire qu'il va prendre une pause. Ah, oui! On fait une pause. On fait une pause là. Pirate. Radiopirate.com. Next. Jerry, t'es stand-by. T'es pas au courant, mais t'es stand-by pour une boîte après. Et on verra. Parce que Reg n'est pas là. Donc, tu vas remplacer. C'est toi qui remplaces Reg. Oh boy, j'ai l'impression. Donc, on ne fera pas de boîte. Tu vas remplacer Reg. On parle oui, de... je vais faire. On va. OK. Je vais faire. On va faire comme si c'était Reg. OK? Donc, je vais essayer de travailler comme ça. Donc, dans le prochain bloc. Mais pour l'instant, on s'en va au Kazakhstan. C'est le prof Caron, professeur de sciences politiques à l'Université Nazarbayev au Kazakhstan. Prof, t'es salué, mon ami. Comment tu vas chez vous? Comment ça se passe? Ça va bien, vous autres? Yes. Tu parlais d'un petit genre de petit voyage à Dubaï. Ouais, ben on prend les vacances en famille. On part dans une semaine pour 2 semaines à Dubaï. J'avais amené les enfants là-bas au mois d'août dernier, puis ça fait 1 an comme on dit, qui me gossent pour retourner à la plage, à la piscine. Fait qu'on a décidé là, de les ramener là-bas. C'est un vol direct, c'est 4 heures. C'est destination la plus facile pour moi qui a un passeport canadien, mes enfants, ma femme qui ont des passeports kazakhs. On n'a pas besoin de visa. Fait que c'est de loin là, la destination la plus facile, puis qui est la plus aussi kid-friendly. Fait qu'ils vont faire de la piscine puis de la plage pendant 2 semaines. Puis moi, ben, ça va aussi me permettre de me reposer. Là. Est-ce que, excuse-moi, vas-y, Jerry. Est-ce qu'on peut trouver justement des genres condos, appartements à des prix pas pires? Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'à l'été, c'est la saison morte, parce qu'il fait trop chaud. Il va faire 45-50 degrés. Le pire moment pour y aller, c'est entre décembre et février. Là, vraiment, les prix là, des appartements, c'est très élevé. Mais tu sais, il y a du Airbnb. Je suis allé souvent, puis, tu sais, je veux dire, j'ai 3 enfants, ma femme. Donc, on loue un appartement dans un hôtel avec une cuisine. Puis, on s'en tire aux alentours d'environ 450 $ par nuit. OK. Donc, il y a 3 chambres à coucher, il y a une cuisine, il y a une laveuse. Fait que, tu sais, on est à la marina de Dubaï. Quand même. Donc, tu sais, c'est pas donné, mais si j'y allais au mois de janvier, en février, décembre, ça me coûterait
2-3 fois plus cher. Oui, c'est ça. Mais avec la cuisine, tu sauves quelques restos aussi. C'est ça qui est. Oui, exact. Ça fait bien. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est que la bouffe à Dubaï, il n'y a rien qui pousse à Dubaï. Moi, je me souviens, une fois, j'avais acheté 3 kiwis, puis je n'avais pas regardé le prix. Tu dis 3 kiwis, ça va me coûter 3-4 piastres. Ben, les 3 kiwis m'avaient coûté à l'époque 12 $. OK. Le lendemain matin, je regardais la facture, je fais aïe aïe. Fait qu'ils sont mieux d'être bons, ces kiwis-là, à 12 Ouais, piastres. moi, j'aime pas assez les kiwis pour 12 piastres. Il était exceptionnel. J'avoue qu'il était très bon, mais j'en ai pas racheté. Mais le problème, c'est que la bouffe, elle coûte quand même assez cher, mais au final, cuisiner pour soi-même, ça revient quand même moins cher que de toujours aller dans les restaurants. Puis de toute façon, des enfants de l'âge de mes kids, ça n'aime rien. Là. Fait que, non, c'est ça. Tu peux quasiment amener ton lunch pour les kids, puis ils vont trouver ce qu'ils ont besoin. Dis-moi donc, prof, tu vas déconnecter complètement, tu vas profiter de ce temps-là pour ressourcer et remplir la batterie. Mais juste avant, je veux te tenir dans les histoires du dôme. Je sais que tu n'es pas dans le dôme. Je sais que tu... D'ailleurs, j'étais surpris de voir que tu n'étais pas dans la liste de l'Université de Sherbrooke comme étant un genre de conspi anti-climat, etc. Parce qu'il y avait quand même Frank le Dédomiseur, il y avait Jérôme Blanchet-Gravel, moi j'étais là, c'est sûr. Donc, moi, je suis le numéro 2 sur la liste, juste même, après Maxime Bernier. Quand même, hein, je veux dire, c'est quelque chose. Mais ils m'ont pas retenu pour une genre d'étude. J'ai pas trop compris l'histoire là-dedans. Mais j'étais surpris de voir que tu n'étais pas là-dedans et que Carlos de Punisher, lui, était dedans. Ouais, ben peut-être que ça fait trop récemment que je suis sur Twitter, mais j'ai l'impression que la fille qui a fait le mémoire de maîtrise en question, elle a tout simplement repris l'étude il y a environ un an et demi de la même université sur les conspirationnistes anti-COVID. Je pense que c'est pas quand c'est la tête, elle a repris la même liste. Puis, elle a identifié 3-4 personnes qui étaient peut-être un petit peu plus actifs en matière de messages par rapport au changement climatique, fait qu'elle a décidé de se concentrer sur eux. Là. Mais c'est spécial pareil, ça. Tu sais, de voir le comportement. Tu sais que moi, des gens capotent et qui sont très anxieux puis qu'ils croient tout ce qu'on leur raconte. Moi, dans le fond de moi, je l'ai dit ce matin, on a parlé sur Prime, j'ai dit, je pense que je suis plus green que tout ce monde-là, mais en tout cas, regarde, on ne fera pas un concours là-dessus. Mais ce qui me surprend, c'est un peu le même comportement que pendant la COVID. C'est-à-dire que on vous prévoit l'apocalypse et pour ne pas justement vivre l'apocalypse, on va vous faire vivre, on va vous demander de faire des tonnes de sacrifices qui vont faire que finalement, votre vie elle devient de plus en plus poche. Parce que là, le but, on le sait, là, le but relié au changement climatique est assez clair. Là. C'est, si je fais un résumé, c'est... on veut plus... là, en 2030, on veut plus de voitures à gaz. Et en 2050, ce seraient les voitures électriques. Donc, on ne veut plus cette liberté que les gens ont de se déplacer avec la mobilité individuelle. On appelle ça la mobilité privée. Et ça les dérange. Donc, on va mettre énormément d'emphase dans les 25 prochaines années pour ramener les gens dans les villes, alors que le Wall Street Journal dit ce matin que les gens fuient les villes pour la violence et toutes les histoires qui vont avec. Eux veulent nous ramener dans les villes. Ils veulent nous faire prendre du transport en commun. Ils vont probablement limiter le nombre de voyages qu'on va faire maintenant en avion. Ils vont également mettre une énorme pression sur de la taxation ou encore des prix contrôlés pour nous empêcher de manger de la protéine animale. Même chose peut-être même pour les produits laitiers, les fromages, etc. Ensuite, on va nous écœurer avec plein de bebelles. On commence par des niaiseries qui ne changeront rien. On veut que tu floches ta fourchette en plastique pour une fourchette de bois, c'est de la marde. On a changé la paille de plastique pour une paille de carton qui, elle aussi, est de la marde. Donc, finalement, ce qu'on veut, c'est d'écœurer le monde jusqu'à... On veut chercher leurs limites, un peu comme on a fait dans la COVID. Et comme dans la COVID, d'ailleurs, il y a des gens qui... Ça n'a rien à voir avec être green, pas green, de voir que les humains mettent une pression sur la terre, sur les ressources, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec des gens qui se disent « Attends un peu, ma gang de débiles mentales. Si vous voulez changer des choses, on va les changer, mais la manière les choses que vous voulez, c'est de la maladie mentale. Vous l'avez fait avec la COVID, on vous watch. Donc, c'est pas surprenant qu'on soit la même gang. C'est-à-dire qu'on est des gens, et je répète, là, ça n'a rien à voir entre green et pas green. C'est de voir que des incompétents
ont un seul but, contrôler votre vie avec des affaires qui sont incapables de prédire. N'oubliez pas que Greta, et ça, c'est l'anniversaire du 5e anniversaire là, en 2018, un tweet qui aurait été fait probablement par sa mère ou son père, comme de quoi que dans 5 ans, si on ne faisait pas des changements maintenant, dans 5 ans, l'humanité allait être balayée de la planète, OK? On va avoir on va avoir ce 5 ans-là. Là. Demain, c'est 5 ans demain. Donc, c'est ça la différence. Et de voir que ces universitaires-là ne sont pas capables de saisir ce qui se passe. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec « je suis green » ou « pas green ». C'est plus de savoir qu'on a des gens un peu douteux qui sont capables de prédire dans l'avenir qu'est-ce qu'il va faire comme température dans 5 ans, comment on va devoir arrêter ce réchauffement-là. Si on fait des choses aussi banales que remplacer des pailles de plastique par des pailles de papier, on risque d'avoir une conséquence directe sur le mercure dans 5 ans, donc le climat. C'est complètement fou. Et les gens se lèvent, puis on est très peu nombreux à le faire, mais eux autres, ils ne comprennent pas. Et une chose est sûre, c'est qu'ils travaillent très fort. D'abord pour nous étamper du signe de coco de la place, et ensuite tellement briser notre réputation qu'on va être obligé de disparaître pour aller se cacher dans un trou parce qu'on va avoir honte de ce qu'on représente, même si, dans le fond, on pense qu'on a raison. Donc, il y a une stratégie un peu derrière ça. Là. Oui, c'est du graduel. Puis toute cette idée-là de toujours exagérer la menace pour justifier des projets toujours de plus en plus exagérés. Bon, le tramway de Québec, c'est vraiment la meilleur exemple là, pour sauver l'Antarctique, la calotte glaciaire qui est en train de fondre, alors que les données récentes montrent que c'est tout à fait l'inverse en Antarctique d'ailleurs. Mais c'est ça. Est-ce que les gens qui sont taxés de conspirationnistes par cette fameuse étude de l'Université de Sherbrooke, mais c'est des gens qui sont cyniques, c'est des gens qui sont sarcastiques puis qui mettent en lumière le fait que ces gens-là sont absolument hypocrites. Par exemple, c'est Indiana Jones, Harrison Ford qui était au Festival de Cannes il y a quelques semaines. Il disait il faut agir, c'est inacceptable, la planète est en train de se mourir. Puis des images circulaient là, de lui qui s'était déplacé au Festival de Cannes en jet privé. Là. Et c'est ça que les gens mettent en lumière. Moi, j'ai pas de problème à accepter qu'une personne soit réellement sincère dans ses croyances, mais tant aussi longtemps que cette personne-là laisse ses souliers, ses bottines suivre ses babines. Là. Moi, la personne qui me fait la leçon, mais qui se déplace avec un Hummer, avec un jet privé, une 50aine de fois par année, qui, à chaque voyage, émet davantage de gaz à effet de serre que moi dans toute ma vie, ben, moi, je ne le prends pas. Et je considère ça comme étant de l'hypocrisie. Ben, à Davos, à Davos, cette année, ça a été le plus grand nombre. Il y a toujours eu beaucoup de jets privés, mais ça a été le plus grand nombre de jets privés qui ont jamais enregistré cette année lors du rassemblement d'une gang de crinqués. Là. Et ça a probablement été aussi au prorata de la population qui était présente sur place, le plus haut taux de prostituées aussi de l'histoire de la planète. Là, mais c'est ça qui a coulé le pacte aussi au Québec. Oui, le pacte. Ben oui. En partie, c'est nous autres qui ont coulé un peu. Là. Oui. On l'a entendu? Ils sont eux-mêmes tirés une balle dans le pied. T'sais, honnêtement, si une personne là, comme Greta ou n'importe qui là, disait il faut faire des efforts, il faut recycler, puis cette personne-là brûlait son passeport. Cessait de voyager, se déplaçait à pied ou en transport en commun systématiquement, faisait réellement des efforts, tu dis, bon, ben, au moins cette personne-là est sincère. Donc, je peux être en désaccord avec ce qu'elle dit, mais au moins, je peux admettre que la personne est sincère. Puis tu vois, bon, dans la dernière année, Nadeau-Dubois, il dit, l'environnement, il faut recycler. Le kid, il se fait photographier avec une poutine dans une assiette en styrofoam avec des fourchettes en plastique. Oui. Il dit qu'il faut arrêter de faire des barbecues parce que ça émet des gaz à effet de serre. Le gars en background, il y a un barbecue au charbon dans sa cour. Arrête de me prendre pour un cave. Là. Oui, c'est ça, exact. Ça, c'est le curé qui dit aux gens, soyez chastes. Puis le curé, en cachette dans la sacristie, il couche avec la sœur du monastère d'à côté. Là. C'est exactement ça. Là. Un moment donné, les gens décrochent, ils n'y croient plus. Puis ça, au final, ça mine l'essence du message. Tu sais, je ne dis pas qu'il y a peut-être des changements climatiques et c'est peut-être réellement un véritable problème. Mais la façon avec laquelle c'est défendu, avec les personnages qui défendent ce message-là, ben, c'est des hypocrites. Puis au final, les gens décrochent complètement. Puis ça, bon, ils s'en rendent pas compte eux-mêmes. Et la meilleure façon de se défendre lorsqu'on est taxé d'hypocrisie, ben, c'est de renvoyer l'image des gens qui nous critiquent comme étant des coucous, des conspirationnistes puis des malades mentaux. Puis les gens, comme les chercheurs universitaires,
Ces gens-là disent, il y a des milliers de recherches universitaires qui montrent qu'il y a des changements climatiques. Ben oui, ciboire, parce que si tu es un universitaire qui va développer une thèse différente, qui va peut-être remettre en question le consensus scientifique, ben tes collègues vont arrêter de te parler. Tu ne seras plus invité à des conférences. Mais non, mais t'es même, Tu vas être exclu. Tu vas même être exclu de suspendu. T'es même Oui, suspendu. tu vas être- Prévost est Et là, c'est suspendu à rendu tout bout de cette champ. étape-là, c'est ça. Tu vas être exclu de tes groupes de recherche. Et là, on voit avec Patrick Provost, dans le cas des vaccins, tu vas faire face à des menaces de suspension puis de renvoi potentiel. Fait, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de meilleure façon de contrôler les gens que de leur dire si tu obéis pas à la doxa dominante, ben, on va te faire perdre ta job. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui veut être obligé de vendre sa maison, qui ne peut être en mesure de nourrir ses enfants. Puis- Tu sais, quand tu fais face à une menace comme celle-là, ben oui, tu sais, tu te penches puis tu fournis toi-même la vaseline, là. C'est tout à fait humain, c'est normal, puis on ne peut pas véritablement blâmer Et on les apprend personnes. aussi, prof, on apprend, parce qu'on le voit que à chaque fois qu'il y a quelque chose, les médias et les gens qui veulent jouer avec nous pour essayer de changer des habitudes ou de provoquer quelque chose chez nous, il y a un automatisme. C'est toujours exagéré. Prenons cette fin de semaine, la COVID est un bel exemple. Jamais ils vont nous avouer. Il y en a qui le font, là. Je sais que la première ministre de l'Alberta a avoué que les gens qui étaient non vaccinés ont été maltraités et qu'ils se sont fait mentir carrément par plusieurs. Ici, au Québec, on fait semblant que c'est oublié, qu'on est rendu ailleurs. Mais la vérité, c'est que on a eu raison. Les gens qui sont visés par l'Université de Sherbrooke, si on fait le lien avec la COVID, finalement, ceux qui avaient raison, c'est nous. Ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas qu'on reparle de ça. C'est pour ça qu'ils évitent le sujet. Parce qu'ils savent que nous avons gagné. En fin de semaine, il y avait supposément... Il y a eu des reportages. Il y a eu des reportages pendant 48 heures. Cette fin de semaine, c'est le Grand Prix de Montréal. Ça va pas bien, la pollution, les feux de forêt, Chibougamau, Chapet, Lebel sur le Quevillon. On va avoir de la boucane. Restez à la maison, mettez des masques si vous allez à l'extérieur. Si vous restez à la maison, fermez les fenêtres, fermez l'air climatisé, capitonnez toute la place que vous pouvez. C'est très dangereux. On a fait parler des médecins. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Finalement, il est arrivé quoi? Zéro boucane. Donc, imaginez-vous, là, ça, c'est à 24 heures d'avis. Incapables, avec tous les satellites qu'on a ils ont joué avec ça, ils ont exagéré la patente. Et moi, je pense que pour le climat, c'est exactement la même chose. Il y aura des changements climatiques. À quelle hauteur, en nombre de degrés sur 50 ans, 100 ans? J'en ai aucune espèce d'idée. Les chiffres que j'entends, je pense qu'ils n'ont aucune idée non plus. C'est lancé dans les airs. C'est un peu n'importe quoi. Et les conséquences de ce réchauffement-là, des maisons ensevelies à Miami, des patentes, des affaires, des ci, des ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Mais le passé me donne l'impression que tout ce qu'on nous raconte sur les changements climatiques, moi, je pense que la Terre, peu importe ce qu'on fait, on ne fera pas, elle va se réchauffer. Elle va probablement se réchauffer d'1 degré, 1,5 degré, peut-être 2. Tiens, venons jusque-là. Et est-ce que la Terre sera un enfer à cause de ça? Ou finalement, on aura de l'agriculture à beaucoup de places où on ne pouvait pas en faire tant que ça, etc. Oui, il y aura des défis à quelques endroits, mais en général, c'est pas mal mieux un réchauffement qu'un refroidissement. En tout cas, pour nous, pour la bouffe, pour l'humanité, je pense qu'un réchauffement est pas mal mieux qu'un refroidissement pur et dur, donc une ère glaciaire. Et ça, personne ne peut me garantir ça. Il n'y a pas un gars de la gang, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un journaliste qui est capable de me garantir que qu'est-ce qu'ils annoncent comme catastrophe, que ça va arriver. Parce que là, si on se fie aux catastrophes annoncées dans un paquet de domaines, c'est jamais arrivé. Il n'y a personne qui peut me garantir en mettant ses REER en jeu ou sa maison en jeu que qu'est-ce qu'il nous rapporte là, ça va arriver pour vrai. Là. Non, puis toutes ces personnes-là, Obama, Bill Gates, vous regarderez, ces gens-là ont tous des maisons en bordure des océans. Tu sais, je veux dire, si ces personnes-là disent ah ben là, il y a des réchauffements climatiques, il va y avoir une hausse des niveaux des océans, ben, il me semble que la première chose à faire, c'est de ne pas se faire construire des maisons de plusieurs millions de dollars à côté de l'océan. Mais ces personnes-là le font eux-mêmes. C'est peut-être qu'ils n'ont pas vraiment peur en réalité. Puis tu sais, le problème avec tout, c'est cette espèce d'apocalypse environnementale dont on nous parle constamment. Je veux dire, c'est tellement facile d'exposer le mensonge. Ici, bon, hier, vraiment à côté d'où j'habite, il y a eu un feu dans la steppe. Puis hier, à cette année, il y avait vraiment beaucoup de fumée au-dessus de la ville. Puis je suis allé voir la qualité de l'air. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir la qualité de l'air à Montréal.
parce que on nous a cassé vous êtes fait casser les couilles avec le Grand Prix et la qualité de l'air. Je suis allé voir au cours des derniers jours. Vendredi, samedi, dimanche, la qualité de l'air était bonne. Les niveaux là, de microparticules, là, c'était jugé bon en vertu des critères de l'Organisation mondiale de la santé. Mais tu sais, toute cette affaire-là, la Formule 1 qui n'est pas bon pour l'environnement, tu regardes les données, puis finalement, ça n'a absolument rien changé, là. Tu sais, donc, vous mettez là, un après l'autre tous ces mensonges-là, puis un moment donné, les gens, ils sont pas stupides, ils finissent par décrocher, là. Puis ils réalisent là, qu'ils se font prendre pour des cons. Et ils réalisent aussi quelles sont les conséquences de « sortez pas de chez vous, mettez un masque ». Tu sais, les gens réalisent que cet apocalypse-là, au final, ça vient brimer leur liberté individuelle. Puis ils se disent « minute, là, pendant 2 ans et demi, on s'est fait dire de ne pas recevoir ses proches qui n'étaient pas vaccinés, puis de ne pas sortir, puis entre minuit et 9 h le matin, même pas pour sortir faire pisser son chien parce qu'on pouvait contaminer le voisin. » Tu sais, à un moment donné, les gens ils réalisent que, ben là, si on continue comme ça, là, ça n'aura plus de limite. C'est une pente glissante. Puis là, c'est peut-être le temps de dire non, puis de commencer à dire à ces gens-là, écoutez, cessez d'exagérer. Mais Puis, eux voyons, aussi, mes profs, eux aussi, il va falloir qu'ils comprennent que un chien, là, si tu lui donnes un coup... On a réalisé ça. Avant, on était bizarre avec les chiens, on les mettait au bout d'une chaîne, puis on s'en occupait pas bien. Avec le temps, on a appris un peu mieux à gérer nos animaux de compagnie qu'on aime. Puis, une chose qu'on a réalisée, c'est qu'un chien apprend 10 fois mieux avec une récompense qu'avec un coup de pied dans le cul. Et je pense que l'humain est vraiment pas différent de ça. Si tu veux le priver de sa liberté de mobilité, de manger ce qu'il veut, d'un paquet de choses qu'il a déjà goûté et que tu dis, à partir de maintenant, nous, on décide pour toi que c'est fini. Il n'y a rien de ça qui va arriver. Il n'y a absolument rien de ça. C'est pas... L'humain ne fonctionne pas comme ça. Je ne veux pas comprendre que les journalistes ou encore donc les médias et les politiciens pensent qu'ils peuvent arriver à quelque chose en enlevant. Regarde, là ça passe, les pailles, OK, le monde est écœuré. Là, il s'en vient là, les fourchettes de bois. Les fourchettes de bois, ça passe. Là, les gens ne s'accrocheront pas pour une paille et une fourchette. Mais à un moment donné, il va arriver quelque chose, là, le monde va dire « enough is enough ». Ben, il va y avoir une paille de trop. Oui. Tu sais, moi, il y a 1 mois, j'étais en Europe, puis j'avais un vol très tôt le matin, puis j'allais manquer le déjeuner à l'hôtel. Puis je demande à la réception, est-ce que c'est possible, avant mon départ à 6 h le matin, de me monter un déjeuner dans ma chambre? Je dis, oui, pas de problème. On va vous donner un déjeuner dans une boîte pour apporter. Parfait, super. Il m'amène une banane, une pomme, un croissant, puis un yogourt avec une cuillère en bois. Y a-t-il quelque chose de plus dégueulasse que de manger un yogourt avec la une sensation cuillère en du bois sur la langue, ça marche pas, là. J'en parle, là, puis le goût dans ma bouche là, est en train de me revenir à l'esprit. J'ai Non, envie c'est de dégueulasse. vomir, là. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Là, à un moment donné, là, les gens disent non. Là, des maudites limites, là. On en est rendu là, là. Puis tu sais, le bois, la cuillère, là, le bois, il vient d'où? On a coupé un arbre pour sauver l'environnement, pour éviter d'avoir une cuillère en plastique, là. On est en train de changer 4,30 sous pour une pièce, là. Exact. Tu sais, les gens font ces calculs-là. Puis tu sais, c'est qui? C'est le Bolduc, l'ancien journaliste de sport de TVA qui habite en Espagne maintenant. Là. Guy Bolduc. Guy Bolduc, c'est ça. Il disait en fin de semaine, il parlait de Gilles Brien. Puis il disait, nous, lorsqu'il travaillait à TVA, lorsqu'il y avait des épisodes de canicule, on faisait appel à Gilles Brien. Parce qu'il calmait tout le monde. Il calmait tout le monde. Oui, c'est ça. Puis il disait, nous, puis dans son tweet, c'est vraiment intéressant, il disait, nous, ce qu'on voulait, c'était faire peur au monde, là. Puis lui, Gilles Brien, il disait, ah ben non, ben c'est normal, vous n'avez pas à vous en faire. Il venait casser le fun. Il y a ça aussi, cet aspect-là, chez les journalistes. Ils misent, ils carburent aux mauvaises nouvelles, aux tragédies. Tu sais, vous lisez les journaux, vous regardez là, les radios Cannes, TVA sur Internet, les nouvelles, il n'y a jamais rien de positif. Jamais. C'est toujours du négatif. On va mourir, il est arrivé une tragédie, quelqu'un s'est fait poignarder. Ça ne vous tente pas de parler de belles choses, de dire, ça va bien. Non, c'est pas grave. On n'a pas à s'en faire. C'est pas vendeur, ces nouvelles-là. Ce qui est vendeur, c'est une personne qui se fait poignarder là, au milieu d'un centre-ville, puis on en parle pendant 15 minutes. C'est ça qui génère les codes d'écoute. Exact. Prof Caron, j'ai scrappé ton menu, mais ce qu'on va faire, c'est que on va retarder Jerry de 15 minutes. Et on va faire un autre 15 sur les 2 sujets. C'est de ma faute. C'est moi qui ai amené le prof. Moi, j'adore le premier sujet. J'ai amené le prof là-dessus parce qu'on avait parlé sur Prime. Mais regarde, on va continuer à jaser avec le prof après, OK?
Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Online. Worldwide. Radiopirate.com. J'ai scrappé le menu, donc je suis responsable. Le prof Caron est toujours avec nous autres de l'Université Nazarbayev au Kazakhstan. On a jasé pas mal, mais c'était très bon, prof, vraiment bon. Vraiment le fun de jaser de climat parce que, regarde, en plus qu'il nous annonce du beau temps puis qu'on va se faire écœurer probablement dans les 48 prochaines heures avec le beau temps qu'on a. Comme si on devait être mal d'avoir de la belle température. Hey, parle-moi de ton sujet numéro 1. Le naufrage des boomers. J'adore le titre, OK? J'adore le titre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le naufrage des boomers? Vous en connaissez certainement des boomers, vos parents, vos mononcles. C'est des gens qui ont bâti le Québec, les gens issus de la génération de la Révolution tranquille qui sont à la retraite maintenant. Puis tu sais, vous probablement, je ne veux pas généraliser, il y a évidemment des exceptions, mais dans beaucoup de cas, vous regardez en quoi consiste leur retraite. Puis tu sais, en toute honnêteté, c'est déprimant, là. Tu sais, c'est des gens, souvent, ils se lèvent à midi, ils passent toute leur journée en pyjama. Ils écoutent la télévision, des grands abonnés à LCN puis à TVA. Ils mangent des repas congelés. Tu sais, c'est des gens qui mènent une vie de retraité qui n'a pas d'objectif. Ça exclut les boomers pirates en passant. Là, que vous êtes une autre classe. Oui. Vous autres, vous êtes des X-boomers. C'est pas pareil. Là. Et tu sais, moi, je me souviendrai toujours pendant la campagne électorale, tu sais, Bernard Drainville, il se fait prendre en photo sur un balcon avec un monsieur. Oui, à 4 h l'après-midi, il y avait un monsieur avec des pantoufles puis un pyjama. Des pantoufles puis le pyjama. Tu sais ça, malheureusement, pour beaucoup de boomers, c'est représentatif de leur retraite. Puis là, tu te poses la question, en fait, la retraite, en quelque sorte, c'est une fin de vie. Je veux dire, lorsqu'on tombe à la retraite, on en a fait plus que ce qui nous en reste. Puis, tu sais, on se rend compte que ces gens-là... Ben, moi, c'est un mot qui commence à me faire capoter. C'est jour après jour. C'est se lever à midi, se coucher à 1 h du matin, regarder des films, des séries. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a il y a un message ici que les personnes de plus jeunes générations doivent réaliser, c'est ça ne devrait pas ressembler à ça, une retraite. Moi, dans ma conception de la vie, c'est mon travail, c'est une partie de ma vie. Moi, j'ai des passions, des intérêts autres que mon travail. Puis moi, je me dis, le jour où je vais prendre ma retraite, je vais enfin pouvoir profiter pleinement de mes passions puis de mes intérêts. Et je vais pouvoir lire, écrire davantage. J'aime ça faire du sport. C'est ça qui va me motiver à me lever tôt le matin pour pouvoir vivre pleinement de mes passions. Le problème, c'est que les gens, nos parents, nos grands-parents qui ont grandi dans la Révolution tranquille, c'est comme si on leur avait inculqué une conception de la vie qui était très, très, très restrictive, qui tournait juste et essentiellement autour du travail. Donc, ces gens-là trouvaient leur reconnaissance dans leur travail, les amitiés dans leur travail. Et lorsqu'ils prennent leur retraite, c'est comme si on venait leur enlever les 2 bras puis les 2 jambes. Ils savent tout simplement plus quoi faire de leur vie. Puis ça, sur le plan personnel, inévitablement, ça crée la sédentarité. Fait que c'est des gens qui inévitablement tombent en très mauvaise santé très rapidement. Bon, puis ça crée un fardeau aussi sur les hôpitaux, les soins de santé, parce que ces gens-là, ça requiert ils tombent avec des maladies chroniques, puis ça leur requiert des soins, etc. Mais c'est surtout psychologiquement, ça crée chez eux un sentiment de dépression. Tu sais, tu te lèves le matin, puis tu dis, j'ai pas d'objectif, je sais pas ce que je vais faire à part respirer jusqu'à minuit puis regarder la télévision. Moi, j'en ai connu des gens comme ça. Et pourtant, prof... Ils étaient tous systématiquement dépressifs, là. Je comprends que l'hiver est difficile. Ça, plusieurs retraités me le disent. L'hiver, c'est tough, OK? C'est pas tout le monde qui a le moyen de s'acheter une motoneige ou d'aller faire du ski avec un billet de saison de ski. Être retraité, pas trop d'argent, c'est pas facile. C'est loin d'être facile. L'été, par contre, à partir du mois d'avril, on a énormément de lacs. Il y a le fleuve qui est disponible pour la majorité des gens qui demeurent dans les villes du Québec. Il y a un paquet de choses que, tu l'as dit tantôt, que tu peux faire à la retraite que tu n'as pas eu le temps. Moi, c'est sûr que c'est un mot qui me fait peur. Tu sais, je suis pas, j'ai pas dans mon ADN. Le mot retraite, tu l'as dit, pour moi, c'est la fin. T'sais. Et juste d'entendre ça, ça me déprime de penser à la retraite. J'essaie de dire que je vais travailler le plus longtemps possible, je vais travailler le plus tard possible. Peut-être je ne travaillerai pas dans les mêmes conditions, je ne serai peut-être pas
5 jours semaine, on va peut-être faire 4 jours, peut-être faire 3 jours, je vais peut-être prendre plus de semaines de vacances. Mais d'arrêter complètement, je peux comprendre que certains ont été débousselés parce qu'ils ont travaillé fort, parce qu'il n'y avait pas une tonne d'argent justement pour avoir un chalet sur une ZEC, pour aller à la pêche, pour faire du 4 roues, pour faire des patins de main. Donc, une fois rendus à la retraite, ils sont un peu débousselés parce qu'ils n'ont jamais eu ce rythme de vie-là. Puis ils se demandent quelle passion ils ont à 60 ans, 65 ans, 70 ans. Mais c'est quand même spécial parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je comprends que tu peux être membre dans un club de golf, tu peux être dans une ligue de curling, tu peux être dans une ligue de quilles, etc. Mais je peux comprendre l'hiver, mais l'été, il y a beaucoup de choses à faire. Juste aller prendre des marches. Là. Oui. Moi, ma mère, elle habite dans le secteur de Montmorency. Puis elle fait de la couture chez elle, dans son appartement. Puis elle dit, elle a une cliente, une madame, elle, à peu près le même âge qu'elle, 75 ans, elle part de Saint-David, puis elle descend jusqu'à Montmorency, c'est 10 km. Puis elle amène son linge, puis elle discute avec maman. Elle, là, ce qu'elle a toujours voulu faire, là, puis elle faisait ça lorsqu'elle travaillait en soirée puis les fins de semaine, marcher. Elle aimait ça, prendre des marches. Là, maintenant, elle est à la retraite, est capable de se taper là, des marches de 10-15 km par jour. Des fois, ma mère, elle dit je peux te reconduire en voiture parce que c'est vraiment remonter de Montmorency à Saint-David, c'est pas rien. Je dis non, pas de problème, ça me fait plaisir. C'est ça qui me drive, qui me donne envie de me lever le matin. Mais tu sais, ça peut être n'importe quoi. Mais le problème, c'est que si on n'a jamais développé des passions pendant sa vie, on ne va pas commencer à se développer des nouvelles passions à 65 ans. Puis c'est là où les gens frappent un mur, là. Et là, ils ne savent plus quoi faire, ils sont désemparés. Puis là, ça tombe dans un cercle vicieux, un pattern, un naufrage, où là, c'est un début de dépression, puis les gens, puis ça crée aussi sur le plan politique, ça crée des gens qui sont, des électeurs dépressifs, là, c'est pas des gens qui sont motivés à avoir développer des grands projets de société. C'est des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, qui veulent pas changer le statu quo. Puis ça, au final, c'est tout le monde qui finit par en payer le prix. Mais tu sais, je veux dire, quand je parle de passion, ça peut être s'inscrire à un club de l'âge d'or, de mise en forme intellectuelle, un club de quilles. Tu sais, au moins avoir une activité par jour. Se dire, aujourd'hui, lundi, je vais à ma ligue de quilles. Demain, mardi, je vais à mon cours de mise en forme intellectuelle. Mercredi, je vais aller jouer avec à la pétanque avec les membres du club de l'âge d'or. Ça donne un objectif, une certaine raison de vivre. Et ça prend pas grand-chose. Là. C'est une activité d'1 heure, 1 heure et demie par jour. C'est ce que les gens ont besoin. Mais malheureusement, puis je dis, j'en connais des gens, là. Ça se lève à midi, ça se couche à 2 heures du matin, ça passe leur journée en pyjama à écouter la télévision. Puis tu sais, je veux dire, discuter avec eux au party de Noël, là, ça fait 4 ans que j'ai pas eu des parties de Noël au Québec, mais tu sais, des fois, c'est vraiment déprimant parce que ces gens-là... Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre on a vu la consommation d'antidépresseurs, de toutes les pilules là, reliées à la santé mentale, et on est... Tu sais, puis les boomers, il y en a dans toutes les provinces du Québec, il y en a c'est un phénomène nord-américain qui n'est pas seulement relié au Québec. Mais je veux dire, pour la consommation d'antidépresseurs, on est de loin. On est quasiment capable d'additionner toutes les provinces. Et je pense que si on additionne toutes les provinces, le Québec mène encore sur le nombre de pilules d'antidépresseurs. C'est quoi de loin, les données, je pense, c'est 2020-2021. En moyenne, par Québécois, c'est quelque chose comme 125 antidépresseurs par année. C'est 1 milliard d'antidépresseurs prescrits par année au Québec pour une population de quoi? 8,5 millions? C'est-à-dire, faites le calcul. Là. C'est en moyenne 125 pilules par personne, puis il y a des gens là-dedans qui n'en prennent pas de pilules. Là. Donc, il y a des gens qui sont quotidiennement sur les antidépresseurs. Je me sens out. Je me sens out un peu de ne pas en prendre. J'ai l'impression que je suis un des seuls à ne pas en prendre. Puis là, j'ai quasiment le goût de commencer pour savoir c'est quoi ce feeling-là. Commencer à faire partie de la gang. Oui. Là, mais c'est sûr que ça aide pas. Là. Tu sais, quand tu as une province qui est gelée, qui a ses antidépresseurs, puis moi, je suis persuadé qu'une grande partie des gens qui sont sur les antidépresseurs, c'est des personnes comme ça, des personnes âgées, des personnes à la retraite, qui ont frappé un mur. En cessant de travailler, leur but dans la vie a essentiellement disparu. Ils sont désemparés, ils ne savent pas quoi faire. Puis moi, je trouve ça malheureux. On le voit moins chez les plus vieux boomers. C'est ceux qui ont
Ce sont les 12, ce sont les 15. Ça, c'est les plus vieux boomers, parce qu'après ça, c'est la génération silencieuse. Là. Mais moi, c'est dans les plus... Ceux qui me font rigoler, moi, c'est les jeunes boomers. Ils ont quel âge, eux autres? Donc, eux autres, ils sont à la retraite depuis très peu. Eux autres, ils ont quoi? 62, 63 dans ce coin-là. Là, eux autres, souvent, la face, c'est que la moitié de leurs amis travaillent encore. Là, eux autres sont à la retraite. Et on dirait qu'ils ont besoin de leurs amis pour les entertainer. T'sais, amuse-toi toi-même. C'est toi qui es à la retraite. C'est pas moi. Ben oui. Moi, je travaille encore. Mais toi, tu veux que j'aille jouer au quai avec toi. Toi, tu veux que j'aille souper avec toi, que telle affaire. Mais moi, j'ai pas la même horaire que toi parce que moi, je travaille encore. Puis on dirait qu'ils sont comme désemparés de cette espèce de nouvelle vie-là où ils ont du temps à finir. Puis qu'ils ont besoin, justement, de leurs amis pour les amuser. Mais non, c'est pas... Ouais. C'est toi qui es en vacances. Amuse-toi toi-même. Là. C'est ça, t'es en vacances à l'année longue. Ben oui, amuse-toi t'amuser. Là. Mais c'est... Je veux dire, tu sais, oui, je peux sembler porter un jugement sévère sur ces gens, mais tu sais, je les juge pas. Je les comprends dans une certaine mesure parce qu'ils ont grandi dans un environnement où tout ce qui était valorisé, essentiellement, tout ce qui était valorisé, c'était le travail, travailler. Puis on leur a peut-être donné l'impression que d'avoir un passe-temps, de faire des activités, c'était une perte de temps, c'était mauvais, ça n'avait pas de signification. Puis ça, au final, ça crée une vie qui est complètement déséquilibrée. Puis ces gens-là, au moment de leur retraite, ils en payent le prix. Là. Puis ce que je dis, c'est, moi des conceptions de la vie, c'est personnel. Moi, ma conception de la vie, c'est mon emploi est un aspect essentiel de ma vie, mais il n'y a pas juste ça non plus. Tu sais, je suis un père de famille, je fais du sport, j'ai des passions, puis je suis capable, à cause de ça, de me projeter dans l'avenir, dans 20-25 ans, de me dire, lorsque l'âge de la retraite va approcher, mais je suis capable, je vais pas m'approcher de la retraite en faisant de l'angoisse, puis en me disant, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Je vais en profiter. Je vais faire des choses qui me plaisent réellement, mais à temps plein, sans pression d'un employeur qui me dit il faut que tu publies, il faut que tu donnes des cours, tu donnes des conférences, etc. Si ça me tente de faire ça, je vais le faire si ça me tente, sans pression, parce que c'est des choses que j'aime faire. Et ça, c'est. Je pense qu'il y a une leçon à apprendre ici. Là. Les plus jeunes, là, je pense qu'ils ne doivent pas avoir honte de ne pas focusser essentiellement et uniquement sur leur travail. C'est important, évidemment, je ne suis pas en train de nier le contraire, mais de ne pas avoir peur là, de faire des sports, d'avoir des activités, puis de se dire, au moment de ma retraite, là, je vais vraiment en profiter pleinement, puis je n'aurai pas de problème à me lever à 6 heures le matin, même à la retraite, pour pouvoir là, jouir de mes passions, puis d'en profiter, puis d'apprécier la vie, là. Et voilà, moi, je me souviens, mon père, par exemple, lui, sa conception de la retraite, il en parlait des années avant de prendre sa retraite, c'était ça va être une longue fin de semaine qui va durer plusieurs années. Ouais. Donc, je me lève à midi, j'écoute la télé, puis je fais pas grand-chose. La télé, ça m'agane. Ça m'agane. Ça peut être le fun une fin de semaine. Tu sais, 2 jours par semaine, on se repose. C'est essentiel de se reposer quand on travaille fort. Mais quand la fin de semaine dure toute une année, puis 2, 3, 4, 5 ans, à un moment donné, là, les gens, ils dépriment, puis ils cherchent là, des buts dans la vie. Puis s'ils s'en ont jamais développé au cours de leur vie, à 65 ans, c'est trop tard pour commencer à se dire « je vais commencer à faire du vélo, je vais commencer à faire de la natation ou du jogging ». Trop tard, là. On ne commence pas à faire ces choses-là à cet âge-là. Là. Donc, on voit ça au Québec. En tout cas, je ne suis pas là, mais j'en parle à travers les personnes que je connais. Puis, on parle de mon oncle, ma tante, puis machin truc. Puis, lorsqu'on en parle, c'est pas drôle. Il a pris sa retraite, puis il ne fait pas grand-chose. Il s'ennuie, puis il déprime. Il viraille. Mais c'est triste. C'est triste, même. Moi, j'en connais un qui écoute du baseball, puis il ne sait même pas qui joue contre qui. Là. Il t'est rendu tellement zombie devant ta TV que tu écoutes le baseball puis tu ne sais même pas c'est quelle équipe. Ouais, c'est spécial. C'est un bruit de fond, puis toi, tu es assis comme une espèce de momie, l'esprit parti ailleurs. Tu es comme une espèce de légume. Non, c'est terrible. Ça fait pitié. C'est ça, en culotte de pyjama puis en Marcel. Puis tu te dis, bon, là, il est 2-3 heures d'après-midi, là, j'ai faim, là. Bon, qu'est-ce que je vais faire, là? On se fait un tour sur le croton. Un TV dinner. C'est ça, un tour sur le croton, un TV dinner au micro-ondes. Mange debout.
Mange debout. En tout cas, moi, personnellement, je veux pas que ma retraite ressemble à ça. Non? Puis faut pas nécessairement... Vivre de ses passions, ça ne requiert pas d'avoir énormément d'argent. Mais moi, je reviens souvent avec ça en parlant avec Jerry sur l'histoire de retraite. J'ai pas ça en dedans de moi. Oui, si, mettons, je suis financièrement indépendant, peut-être que je vais choisir un emploi de retraite qui va être carrément autre chose que mon emploi principal, parce que l'emploi principal, il y a une forme de stress, il y a une forme je dirais, que le cerveau travaille fort, dépendamment de ce qu'on fait. Souvent, on va se réfugier dans un autre milieu. C'est comme moi, je pense que je vais me garder un job ou deux, puis je vais probablement faire des choses un peu plus manuelles. J'aime ça quand mon cerveau est à off un peu, puis faire des affaires où ce que je pense à rien d'autre que qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, pour moi, c'est clair que je vais travailler. Je ne sais pas combien de jours. Probablement même l'hiver, je vais me trouver quelque chose. Tu sais, j'ai besoin, pas énormément, pas besoin de faire 40 heures, mais peut-être une quinzaine d'heures, peut-être une vingtaine d'heures, je vais avoir besoin. Tu sais. Ça ne me surprendrait pas que je finisse au club de golf La Tempête en train de couper des fairways avec des triplex pour faire ça le matin de bonne heure parce que je me lève tôt, je suis un lève-tôt naturel. Mais le bout que j'ai de la misère à comprendre, c'est comment beaucoup de gens ont hâte de prendre leur retraite. Ils sont à 50 ans. C'est surtout ceux qui sont dans l'appareil gouvernemental. C'est le sujet numéro un. Ça compte les années avant de prendre leur retraite. Exact. Des profs, les employés de l'État, les employés de la ville. Il me reste 2 ans. Les polices. Les polices, je peux comprendre, c'est une vie de merde parce que tu es toujours en train de régler des histoires tough. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui n'aime pas leur job. Mais il y a beaucoup de monde qui n'aime pas leur job. Puis, tu sais, c'est ça que je te dis. Chez beaucoup de policiers ont hâte au 25e parce qu'ils ont hâte de faire autre chose que de la police parce que ça fait 25 ans qu'ils entendent. Ben d'abord, ils vont toujours les mêmes crottés qui battent le blonde, etc. Donc, ils viennent complètement écœurés. Mais j'ai de la misère à saisir ce bout-là que beaucoup de monde ont vraiment hâte. Puis là, surtout comme je te dis, surtout fonctionnaires, parce qu'eux peuvent arrêter à 56, 57, même des fois 55 ans. Peut-être moins aujourd'hui que ça l'était dans le passé, mais c'était quand même ça. C'est ce bout-là que ça, moi, je ne suis pas capable de le comprendre. Tu sais, oui, ta vie ne peut pas être déterminée par le travail, mais le travail, ça fait partie d'un équilibre. Tu sais, moi, je joue au golf 4 fois, aller faire du vélo. À un moment donné, je vais avoir besoin d'un petit quelque chose qui va me challenger un peu plus. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai un ami, par exemple, ses 2 fils font du vélo, ils sont très bons, puis il a 10 ans plus que moi, donc début cinquantaine, c'est un fonctionnaire. Lui, je pense en 10 ans, il peut essentiellement prendre sa retraite. Puis on avait cette discussion-là, puis il me disait, lui, il adore le vélo. Lui, il me disait, tu sais, moi, quand je vais prendre ma retraite, là, ça se peut que j'aille travailler 2-3 jours par semaine dans une boutique de vélo, vendre des bikes, puis rencontrer des gens qui ont la même passion que moi. Exactement, ben oui. Il ne fera pas ça pour l'argent, il va faire juste, je veux faire ça parce que ça va me procurer du plaisir. Puis je vais rencontrer des gens qui sont sympathiques, puis la fin de semaine, je vais aller rouler avec eux autres. Là, c'est ça. Moi, je trouve ça excellent. Je trouve ça parfait. Là. Toi, t'aimes le bike, puis tout le monde autour de toi, c'est tous des maniaques de bike aussi. Ben là, ça fait des soirées, tu écoutes le Tour de France avec eux, puis tu as du fun. Moi, j'aime peinturer, je suis nul. Je suis pas très bon en peinture, j'aime ça. Ben, je me dis, ça va peut-être une partie de ma retraite, je vais peut-être m'améliorer avec le temps. Exact. Je passe une journée devant une toile à essayer de faire une nature morte. Ben, sauf à la fin de la journée, ça a l'air d'un Picasso, ben, ça sera ça qui sera ça. Puis si ça a l'air d'un Monet, ben, tant mieux, là. Mais ça m'aura occupé, puis ça m'aura procuré du plaisir, puis ça aura été un défi pour moi. Puis la semaine d'après, je vais me dire, ben, tu sais, je vais essayer de faire une plus belle peinture la semaine d'après, puis dans 2 semaines. Puis à un moment donné, je vais m'améliorer, puis je vais commencer à prendre des cours avec un prof ou une prof, puis pourquoi pas, là, tu sais. Tu sais, moi, je trouve ça tout à fait normal. Puis tu sais, on s'en parle, puis ça va de soi. Mais le problème, c'est quand tu discutes avec des gens qui ont déjà pris leur retraite depuis quelques années ou qui sont sur le point de prendre leur retraite, ils n'ont pas cette drive-là. Ils transforment leur retraite en une fin de semaine perpétuelle qui va durer 20 ans jusqu'à leur mort. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Et puis, moi, je suis persuadé, ces personnes-là, c'est les électeurs de la CAQ, c'est les gens qui votent pour Trudeau, c'est des gens qui se contentent là,
je suis content du statu quo. En passant, Trudeau, je regardais les élections hier avec, dans l'Ouest, un peu moins de votes pour le... Vous allez me dire, c'est une élection partielle, ça prend avec des pincettes tout le temps parce que la participation n'est pas pareille. Là. Mais voir que les libéraux font un peu mieux dans des châteaux forts conservateurs et qui passent la gratte dans un château fort à Montréal, va dire de quoi là. Trudeau va être majoritaire à la prochaine élection. Ceux qui rêvent de Poilievre, et les médias vont réussir, mais ils ont déjà commencé depuis un an et demi, ils ont déjà réussi à le dépeindre comme un coucou. Ils vont faire la même affaire qu'ils ont fait à Éric Duhem, qu'ils vont faire à tous ceux qui ne veulent pas avoir. On va se ramasser encore avec ce bizarre de gars-là, encore comme premier ministre. Moi, j'ai collé à la shot il y a quelques années, j'ai dit, ce gars-là va être premier ministre du Canada aussi longtemps qu'il le désire. Oui, il va battre des records. Je pense que c'est Mackenzie King qui a été premier ministre le plus longtemps dans l'histoire. Puis s'il se fait réélire pour un autre mandat de 4 ans, il va être sur le point de l'accoter, là. Mm-hmm. Puis le problème, le problème avec les conservateurs, c'est ils développent un message qui leur permet d'augmenter leur nombre de voix dans les prairies puis en Alberta. Mais on s'en sac là, de gagner une circonscription avec 25 000 voix d'avance plutôt que 20 000 voix d'avance. Là. Ça ne change rien. La véritable différence se fait en Ontario. Puis je pense qu'il y a une circonscription en Ontario qui est un petit peu plus rurale, Oxford, où il y a eu une partielle. Mm-hmm. Puis le vote a quand même été assez serré entre le candidat conservateur et le candidat libéral. Le conservateur est passé, mais pas avec une majorité aussi importante que lors de la dernière élection générale. Il y a 4 % de différence entre l'élection générale et ce qui est arrivé hier. Alors que pendant la générale, là, le différentiel entre le conservateur et le libéral était beaucoup plus important qu'hier. Puis, donc ça, puis si il n'est pas capable de percer au Québec, Poilievre, son chien est mort, là. Oui. Les conservateurs le vont remplacer par un autre, puis ça va être le même pattern, là. Mais la vérité, c'est qu'au Canada, puis je te dirais même dans un proche futur aux États-Unis, républicains, conservateurs, c'est la fin, là. T'sais, les universités, les écoles ont fait la job, les médias ont fait la job. Ils ont dépeint comme... Hier, je lisais un commentaire d'une histoire sur la fête de la Saint-Jean avec un gars qui est pro-QS, puis la gang du PQ pleure, puis ça n'a pas de bon sens, puis lui, il n'est pas correct. Là, il répond à un moment donné, il dit, si vous voulez avoir des gens de l'extrême droite, regardez ce que les républicains font aux États-Unis. Voyons donc. C'est quoi l'histoire? La prochaine dichotomie, la relation gauche-droite, inévitablement, ça va on en a parlé, les changements climatiques, tout ça, ça va être une opposition des gens qui veulent des restrictions, de plus en plus de restrictions à nos libertés, puis des gens plus libertaires qui disent enough is enough, puis ma liberté individuelle doit primer sur toute autre chose. On est peut-être en train d'assister à un shift comme ça qui va devenir là, la dynamique structurante des relations politiques dans 15 ou 20 ans. Là. C'est pas à écarter. Là. Puis, donc, ce qu'on est en train de voir en ce moment aux États-Unis, l'opposition entre les démocrates et les républicains qui est un peu en train de s'effriter, puis un peu le paysage politique au Québec, au Canada, qui est en train un peu de chercher une nouvelle identité. On est peut-être en train de se diriger vers ça. Là. Exact. On le verra dans 10 ou 15 ans. Là, Prof, va te coucher parce que tu es au Kazakhstan, puis on n'est pas en même heure que nous autres. Donc, merci d'avoir resté aussi longtemps. C'est un plaisir de t'avoir parlé. Le prof Caron, qui est professeur de sciences en sciences politiques à l'Université Nazarbayev du Kazakhstan. Là, on revient, Jerry, après la pause. Je te promets qu'on va avoir la boîte après la pause. Yes. Ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jerry, la boîte, mon ami Jerry. Hey. Hey, on a fait 2 blocs avec le prof. Le prof était. J'ai abusé du prof. Bon, mais ça va à Dubaï, là. Oui. Quand même. Oui, ça va, c'est ça, il s'en va. Ça va à Dubaï. Ça va. Vacances, ça a besoin de vacances. Yes. Ça fait du bien. Puis je pense que c'est une place qui. Ce que j'ai compris, c'est qu'il est allé quelques fois. Oui, excuse-moi, là. Moi, 450$ la nuit, je suis pas capable. Non, je sais. Il n'emmène pas à belle-mère. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je comprends, mais c'est chacun ses budgets, là. Mais tu sais, moi, je m'attendais à ce que ça coûte 2000 par semaine. OK.
fait un petit bout de temps, t'es pas allé te promener sur Airbnb Québec. Ah oui? Ah non. T'as des sheds sur le bord du fleuve à 400$ la nuit. Shed. Ouais. Je pense que tout le monde abuse partout. Non, Jeff, c'est indécent. Là. Non, c'est indécent. Je comprends que le fleuve, il est beau. Je sais, moi, j'adore le fleuve. C'est le plus beau fleuve au monde. Il est chez nous, notre fleuve. Mais tu peux pas louer un shed sur le bord du fleuve à 400$ par soir. Et 400$, c'est pas cher. J'ai vu des affaires assez spectaculaires. Merci. Dans le coin de Charlevoix, là, des fois, là, non, ça n'a pas de sens. Là. Oui, mais on peut coucher 2 familles à 650. Arrêtez. Là. 650 la nuit? Oui. J'en ai vu un même à 1000 la nuit. Ça, faut que tu rajoutes le 15%, oublie pas. Oui, c'est ça. C'est une maison ancestrale, c'est une belle maison. Tu peux peut-être être 3 familles. Là. Mais là, attends un peu. Là. C'est de l'argent. Ça marche pas. C'est un beau coin, Charlevoix. C'est juste que si tu joues pas, mais au golf, tu peux pas jouer 4 fois là, à 200$. Mais prendre des marches, OK, tu montes le mont des signes. C'est ça, oui. Mais ça, je trouve que ça manque. Tu sais, Tremblant, il y a plein d'affaires. Je trouve que ça manque un peu d'activité. Tu vas jusque dans le coin de Tadoussac aussi, c'est très, très beau. C'est très beau, sauf que c'est ça, c'est dispendieux. Oui. Je veux dire, on parle beaucoup de la côte est américaine, que ça coûte cher. Nous autres aussi, ça coûte cher. Je veux dire, faut se l'avouer, coudonc. À un moment donné, c'est cher. Ouais. Moi, j'ai vu, c'est un pirate qui m'a envoyé ça. C'est un gars qui demeure dans le coin de Toronto, Mississauga. Puis il m'a envoyé, il était dans un supermarché. Il m'a envoyé la photo. Il dit, Jerry, il dit, faut t'en parles. Il dit, des melons d'eau. Un melon d'eau, quand même. Des beaux melons. Un melon d'eau, c'est 18,99. Ben voyons donc, sacrement. Oui. Mais j'en regardais, c'était un melon. Hein? Ben oui, ça n'a aucun sens. C'est un melon. Un melon d'eau, 18,99. Oui. Quand tu es le boss du supermarché, tu dis aux jeunes qui travaillent là, tu dis fais attention, pas époquer. Là. Oui. Non. Ça veut dire, c'est des balles, c'est des boules c'est des boules de quilles qui sont dispendieuses. Tabarnache, c'est de l'eau, là. C'est de l'eau. Un melon d'eau, c'est de l'eau, là. C'est un melon d'eau. Oui, c'est écrit dans le nom. C'est un melon d'eau. Oui. Il faut que je te parle d'un sujet. Oui. Je me suis dit, est-ce que j'en parle ou pas? Ah, dans ce temps-là, t'en parles. Hey, ça, dans ce temps-là, je te dis, ben oui, on en parle. Non, mais ben oui. j'ai failli pas en parler. Comment ça? Pourquoi? Parce que je suis vraiment, là, je te le dis, là, je suis en dedans de moi-même. T'es déchiré. Je suis très déchiré. C'est quoi le sujet? Indice, c'est quoi le sujet? Des poupées en caoutchouc. Ah oui, on en parle. Et c'est boire. Non, un peu. Pas celles que tu penses. OK, ouais. OK. Il y a eu, Jeff, à Drummondville, en fin de semaine passée. Il y a eu un salon. Ça a bien tombé, il faisait pas beau. Ils ont eu le salon des poupées Reborn. Qu'est-ce que c'est ça? Les poupées Reborn, ça fait longtemps que ça existe, là. Peut-être, je sais pas, peut-être une dizaine d'années ou grosso modo. C'est des petites poupées. C'est des petits personnages. C'est une poupée identique à un bébé naissant, mais en silicone, en rubber. Jeff, quand tu vois la photo d'une poupée Reborn, c'est à s'y méprendre sur un bébé, un humain. Sur OK, un bébé. mais ça, tu fais quoi avec ça? Ben voilà. Le salon, Jeff, c'était un succès. C'était le premier salon de poupée Reborn. Et l'année prochaine, il va y avoir un nouveau salon. C'est un succès phénoménal à Drummondville. La clientèle, il y a plusieurs clientèles. Ça a l'air beaucoup des madames âgées. Voilà. Sur le coup, je me suis dit, tabarouette. Au lieu d'avoir un chien, il va avoir un genre de faux Le monde bébé. n'est pas mêlé ordinaire. Tu es Alors. en train de catiner un morceau de rubber. À première vue, c'est ça. Comprends-tu? Ouais, OK. Ça, c'est mon côté, autrement dit. C'est pas mal ça que j'ai dans la tête. Là. Voilà. Mais je ne veux pas essayer de te convaincre. Moi, je réfléchis en dedans de moi. Je me suis dit, tu es en train de taponner et de bercer un morceau de caoutchouc.
Non, mais quand tu y penses, c'est complètement capoté. Mais il y a du monde que ça leur fait du bien. Ben oui. Exemple, oui, je te donne un exemple. Une dame, 66 ans. Elle a été mariée une grande partie de sa vie. Elle n'a pas été capable d'avoir d'enfants. Et là, elle est divorcée de son mari, elle est un peu sa dépression. Puis elle s'est acheté une poupée Reborn. Puis ça lui a redonné de la joie, de la joie de vivre. Elle est retraitée, puis elle berce sa poupée. Là, sur le coup, tu dis, regarde, si ça lui fait plaisir, puis si ça lui fait du bien, tant mieux. Mais c'est ça l'affaire. C'est que pour beaucoup de personnes, il y a un effet thérapeutique à ça. Il y a un effet de réconfort. Des femmes qui ont perdu des enfants, des bébés, justement, qui ont eu un genre de choc. Ils s'achètent une poupée, ils bercent la poupée. Ben, moi, je trouve ça fucking sick, là. Attends un peu. Je comprends. Non, c'est fucking sick. Jerry, voyons, je vais le faire. J'ai pas fini ma phrase. Mais prenez sous vous autres, là, c'est des patentes en caoutchouc, c'est des patentes en rubber. Moi, si, Achetez-vous un chien. mettons, s'il m'aurait arrivé un drame dans ma vie, je parle pour moi, là. Je parle pas pour les autres. Je parle pour moi. Il arrive un drame dans ma vie. Je perds un bébé à la naissance. Ouais. Ben, tu peux pas t'acheter un bébé qui a l'air de Je ne vais pas m'acheter un bébé en rubber. Ça t'aidera pas, là. Ça t'aidera pas Comme ça, zéro. la patente, là, je ne vais pas le faire. Alors. Ça n'arrivera pas, là. Mais je parle pour moi. Commencez à sniffer de la colle contact. Faites de quoi, là? Non. Vous allez vous chercher un renfort. Vous avez besoin de support. Ils quelque vendent part, ça là. en 2-3, c'est 300 piastres jusqu'à 5000. Ben, voyons donc. Dépendamment de la qualité du Voyons donc. du toi. Reborn. 5 000? Ils mettent des poupées d'un bras. Y avait-tu des messieurs âgés? Non, c'est beaucoup de dames âgées. OK. Beaucoup de dames âgées. Puis Au beaucoup, moins. Non, t'as peu. Il y a beaucoup de filles de 30... Il y a des filles de 30-40 ans, là, qui catinent des morceaux de rubber. Mais je suis déchiré dans cette histoire-là. En tout cas, quand j'ai vu le reportage, là, je riais, puis après ça, j'arrête. Tu sais, des fois, tu vas voir un humoriste. Souvent, Non, les mais bons... c'est une époque complètement sautée. Je sais. Quelle époque? Mais C'est les mêmes madames qui défendent les monsieur-madame d'un classe qui parlent avec quasiment le pénis sorti. Là. C'est des monsieur-madame avec des grosses boules, des perruques, puis des strings avec la zone quasiment qui pend. Oui. Les autres, ils trouvent ça le fun. Ah, non, mais c'est le fun des enfants, arrêtez donc, vous êtes donc bien fermés, vous autres. Ça devient bien bizarre. C'est quoi qui se passe? Puis l'affaire, c'est que où j'ai déchanté un peu, c'est que tu as les bébés Reborn, mais tu n'as plus vieux. Oh non. Ce bout-là, ça m'énerve. Ben là, c'est-tu des poupées gonflables? Non, c'est la même. Mais ça représente des enfants peut-être de 1 an, 2 ans, 3 ans. OK. Ça, je trouve ça raide un peu. Surtout si un bonhomme va s'acheter une Reborn de 3 ans. Ça, ce bout-là, là, ça marche pas. C'est pas ce qu'on comprend. Tu sais, il y a un côté, Jeff, complètement psychédélique à ça. Mais quand tu sais que ça fait du bien à du monde... Ah oui, je comprends. Je suis comme poigné là-dedans. Je parle pas de... Moi, là... Ça va pas bien, Jerry. Jeff, Je comprends ton point, mais ça va pas... Non, le monde ne va pas bien. Oui. Faites-vous des jardins. Faites-vous une petite cabane avec des lapins dedans. Je ne sais pas. Trouvez un sens à votre vie. Si tu peux pas capoter sur un bébé en rubber à 5000 $. OK, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, mais je veux dire, ça nous montre qu'il y a des gens qui vont pas. C'est pas pour rien qu'on a parlé tantôt, le nombre de pilules prises au Québec. Il y a un lien, là. Le monde ne va pas, le monde se cherche, là. Là, j'ai besoin de Mr. White. Je peux m'en aller. Moi, j'ai des petits mes petits biscuits aux légumes. Des quoi? Des biscuits aux légumes? Ah oui, tu manges ça. Oui, il y a ça, un petit biscuit aux légumes. J'ai mes petits biscuits aux légumes. Oui, ça, t'as encore dans ta soupe au pois. Ah oui! J'adore. Là, tu fais comme ton Steph Bruyère. Mm-hmm. Steph Bruyère, il mange des pinottes. Il m'a énervé l'autre fois. Oui, Steph Bruyère, il mange des pinottes en faisant de la radio. Spatio, c'est le premier, je pense, qui fait ça. Il est devant le micro, il fait... Spatio, son sac, quand même. Oui. Oui. Quel phénomène. Je voulais pas l'avertir. À la matin. C'est peut-être pas à moi qui allais l'avertir. Mais j'ai tu as passé le message. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il vous avez dit, je mange des pinottes. Ben oui, je mange des pinottes. Ben voilà, c'est pas le bon temps, là. Non, on fait de la radio. C'est pas le temps, là. Non, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Donc, là, j'ai besoin de comprendre. Il y a un bout que j'ai pas compris, OK, là.
Faut que je suis pas vite, là. Est-ce que c'est des vrais légumes dans mes... Non. Moi, c'est saveur artificielle. OK. Du sel. Bon. On a beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Non, mais parce qu'on dirait qu'il y a des petits bouts de piment dedans. Ah, ça se peut. Ça se peut, mais... C'est quoi la chicane entre le PQ et QS sur la patente de la fête nationale? Moi, c'est que je vais faire là-dedans. T'es-tu au courant de la patente? Ah oui. Ben oui. Bon, ben voilà, ça, je te demande. Ben oui. Le gars, je le connais pas, là. Émile Bilodeau. OK, c'est qui, lui? C'est un chanteur. Puis il est assez jeune. Il doit être en bas de 25 ans. OK, mais y a-tu une toune? Chante-moi une toune. Non, je suis pas capable. OK, bon. Il n'y a pas da, non? Mais ça, Bon, y a je le connais pas. OK, parfait. Mais lui, là, il est pro-QS. Lui, il a dit que le PQ devrait disparaître. OK, c'est ça qu'il a dit. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé. Il a dit que le PQ devrait disparaître parce que ça vient à l'encontre. Deux partis souverainistes à l'Assemblée nationale, ça marche pas. Ouais, sauf que QS, eux autres sont full immigrants, puis t'es comme tu veux, puis le PQ, eux autres, c'est comme... ça tire sur la xénophobie. Là. Donc, t'as deux choses. T'as deux visions. Là, puis dans la gang de QS, il y a des séparatismes, il y a des NPD là-dedans. Oui, il y a du NPD là. Il y a du NPD. Oh, oui. Il est mêlé un peu. Se mêle un peu, là, leur affaire. Ils chicanent dans le gauchisme. Regarde, moi, j'aime beaucoup ça. Puis là, le PQ, eux autres, ils disent, ben là, la fête de la Saint-Jean, c'est rendu la fête du PQ. Donc, on peut pas laisser quelqu'un qui aime QS animer ça. Ben, ça toujours... Le PQ a hijacké la Saint-Jean en 1976. Voilà. Depuis le 1976, c'est leur fête à eux autres. Exact. Et là, c'est la première année que c'est pas leur fête. Exact. C'est pour ça qu'ils bougonnent et veulent pas y aller. Ben, c'est ça. Mais je cherchais la raison pourquoi. Ben, c'est elle la raison. OK. Puis là, ben, l'autre, il dit, je l'ai dit tantôt, là, il dit, ouais, mais là, si vous voulez avoir des gens d'extrême droite, là, regardez ce qui se passe aux États-Unis avec les républicains. Ça part à bord, là, les extrêmes droites avec les républicains. Je connais une tonne de républicains aux États-Unis, ils sont zéro extrême droite, là. Conservateurs puis extrême droite. On a besoin d'un bon cours de politique au Québec. Là, on nage donc bien là-dessus. Il y a l'affaire aussi qu'à la fête nationale, à un moment donné, dans le passé, c'est parce que le monde n'a pas de mémoire beaucoup au Québec, là, il y a déjà eu les libéraux au pouvoir et tu avais Loco Locas sur la scène. Qui envoyait promener les libéraux. Il y avait une chanson qui s'appelait « Libérez-nous des libéraux ». C'est ça. Puis le monde chantait. Là. Exact. Donc, le PQ, le gars qui braille tout le temps, comme toi, Bon, c'est ça. Regarde. Anyway, le PQ, la Saint-Jean, on a réussi à éteindre ça comme on a tout éteint le reste. Là. Y a-tu quelqu'un qui a vraiment hâte? Avant, on était hey, c'est à Saint-Jean, on va aller faire un feu, on va se mettre de la musique. On se mettait du Iron Maiden, là, mais en tout cas, regarde, au moins, on avait un genre de feeling de fêter quelque chose. Là, aujourd'hui, c'est l'indifférence totale. C'est ça qui est le vrai scandale. Le vrai scandale de la fête de la Saint-Jean, c'est elle. C'est lui. C'est une fête dans l'indifférence totale. C'est triste. Ben oui, c'est triste. Parce que ça a été hijacké par la politique souverainiste de gauche. C'est ça. Et ça exclut des millions et des millions de Québécois. Puis en plus, ils ont enlevé le party là-dedans. À Québec, la bombe me scrape à patente. La bombe me scrape à patente. La bombe, il voulait plus que le monde aille à Québec. La bombe, il a achevé. La bombe, il voulait plus que le monde boive. C'est ça. Oh. On pas de feu, pas de boisson, pas de ci, pas de ça. Le monde, le spectacle finit, puis tu décrisses. Ben là, c'est OK, on va rester chez nous. C'est ce qu'on fait. C'est un peu ce qui est arrivé. C'est ce qu'on fait. Hey, tu m'as shaké tantôt, puis tu m'as lancé un défi d'investiguer un peu. J'ai peut-être les 3/4 de ta réponse. Le gars, là, le Québécois, Félix Lenguiel. Yes. Megastar. Le gars, c'est XQC. Oui. XQC. Là, quand on dit un influenceur, c'est un gamer. Là. C'est un gamer, voilà. Pas un influenceur. Un influenceur, ça non, fait... c'est vrai, c'est pas un influenceur. Un influenceur, ça fait des recettes, ça se monte les boules, ça fait des cacas. Il y en a une qui fait des cacas cette semaine. Là. C'est ça, exactement ça. Comment s'appelle la fille du CAM? Elle a fait un caca. Dans son affaire, elle a fait un caca. Regarde. Lui, il fait pas de caca. Lui, il joue. OK, lui, c'est un sportif. Là. Son dernier, il en a fait une coupe, des affaires sur Kik déjà. Là, c'est la nouvelle plateforme sur laquelle il est. Là. Puis le dernier, il durait 6 heures de temps. Là. Oui. Mais des fois, c'est 10 heures. Des fois, c'est plus tard. Des fois, c'est 10 heures par jour. Des fois, c'est 10-12. Ouais. Mais là, tu as dit, ce gars-là, il a signé un contrat de 100 millions avec Kik. Oui. Kik.com, qui est le compétiteur de Twitch. De Twitch, exactement ça. Là, tu te dis, ouais, mais comment tu peux donner 100 millions de dollars à un gars? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Twitch, c'est Amazon. Je sais exactement comment vaut Amazon, comment il brasse du cash. Voilà. Sauf que Kik, je suis pas capable de savoir d'où ça vient l'argent. Ben là, j'ai une partie de l'histoire, mais il faut que je fouille C'est quand même nébuleux un peu. Ben, Kik.com, OK, ça appartient à Kik Streaming
Properties. OK. Eux autres, l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire quasiment numéro 1, ça s'appelle EasyGo Entertainment. Exact. C'est ce que j'ai trouvé aussi en fin de semaine. EasyGo Entertainment, ça appartient à Ashwood Holding. Oui. Ashwood Holding, ça appartient à Ed Craven. Et Ed, c'est l'actionnaire majoritaire dans Stake Casino. Oui, il y a une affaire de casino là-dedans. Steak Casino. S-T-A. Non, mais pas steak, oui, steak. là. OK. Là, Ouais. c'est pas que j'ai fait. là. Steak dans le sens de Oui, c'est ça. Faites exprès, là. Mais l'affaire, c'est que Stake, Stake Casino, c'est quoi? C'est un casino en ligne où ce que l'argent se parie avec de la crypto-monnaie. Oh! Et là, la Twitch. Et là, la Twitch. La Twitch. Regarde un peu, là. OK. Beaucoup de crypto, beaucoup de monde qui sont riches avec de la crypto, c'est pas de l'argent qu'ils ont travaillé pour. Si moi, je m'en vais au casino de Charlevoix avec 1000 pièces, l'argent, je l'ai travaillé. Là. Oui. Mais il y a du monde qui embarque dans... Il y a du monde qui parie, mais l'argent... vous avez entendu, il y en a qui sont devenus millionnaires avec la crypto-monnaie. Là. Beaucoup. Donc, perdre un 10 000, ça ne les arrange pas bien. Non, non. Non, c'est de la crypto. Non, en masse. Pas ce qu'on ils l'ont fait. Mais Stake, c'est un casino. La face, c'est qu'eux autres, lui, là, Ed Craven, c'est un Australien. J'ai pas fini de fouiller là-dedans. Là. Eux autres étaient basés en Australie. Les Australiens, ils ont dit, oh, t'as un peu, là, casino, crypto, c'est illégal. Je pense qu'ils ont déménagé à Curaçao. Oh! Dans les Caraïbes. Yes. Là, ils sont rendus là. That's the place. By the way, ils ont déjà, Stake, signé un contrat de 100 millions. C'est pas le premier, là. Ils ont déjà, l'année passée, ou il y a 2 ans, ils ont signé un contrat de 100 millions de dollars avec Drake. Oh! C'est Drake qui faisait leur pub. Hein? Wow! Ils ont dû la patente, là. Oui. Ils ont de l'argent, les autres. Puis, en passant, Stake, S-T-A-K-E, sont sur la F1 de Alfa Romeo. Oh, OK, c'est eux autres, ça. Oui. OK. Non, mais il faut que je fouille plus. Oui, je comprends. Mais en tout cas, le pari a marché parce que en quelques jours, Kick, bon, pour les amateurs de jeu, a commencé à faire parler un peu, mais je veux dire, c'était pas Twitch. c'est ça. Et ils ont gagné combien de followers 1 avec le million. Québécois? 1 million, mais tu sais, ils ont été chercher d'autres noms aussi, mais c'est lui le plus gros nom, à ce que je comprends. Ils ont eu 1 million d'abonnés de plus en 24 heures. Wow! Wow! Alors, c'est capoté, hein? Puis les revenus, ce que j'ai vu, c'est que... C'est l'offre et la demande, là! Kick, Mais non, mais nous, on veut pas l'Ontario, c'est l'offre et la demande, les salaires. Donc, Kick, on aime beaucoup la crypto. Et là, je pars mon channel sur Kick, ça va s'appeler... Oui, ça va... Bonjour, tout le monde! Arrêtez. Sur Kick! Yes, Ils vont faire cracher la plateforme. Oui, ben là, j'étais sur Twitch. J'ai eu une offre pour aller sur Kick pour C'est faire ça. mon podcast. Hey, petite affaire vite, Spotify. Je vais jouer sur Mario Bros là-dessus. Oui, c'est ça. Spotify, t'as le solo. Hein? Spotify, c'est 9,99 par mois. je pense. Oui, moi, j'ai le familial. Oui, t'as le familial à 15,99, mais t'as le duo aussi à 12,99. OK. Toi et ta blonde. Là. Toi, OK, ta blonde, ouais, c'est juste 2. 2, puis la famille, c'est... Moi, j'ai pris famille. Voilà, 15,99. Oui, Exactement ça. très bon deal. Oh, très, 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 très bon deal. Là, j'ai pas tous les détails, mais là, Spotify veut sortir un haut de gamme. Oh boy. Donc, un Spotify solo, duo et famille, haut de gamme, donc de la haute fidélité. C'est ce que j'ai compris. Ils disent la qualité, Ouais, il y en a qualité qui cherchent CD. ça. Ouais, c'est ça. Il n'y aura pas de compression. OK. Donc, ils c'est vont ça? être quasiment en wave. Là. Il y Bon, aura ben. 0 compression, à peu près. OK. Ça va être... Donc, c'est un système de son à 50 000 Ça va être une qualité exceptionnelle. Cristalline. là. Exact. Puis il parle aussi d'une banque de livres audio que tu vas avoir Ça, à l'infini. ça, c'est le gros buzz. Livre audio Oui. d'ici 2030. Ben, le livre J'ai pas commencé encore le OK. livre audio. Moi non Jeff. plus. il y a des, jamais regarde, on a-tu 2-3 minutes? Je vous donne Oui, 2-3 on minutes. l'a. D'abord, Spotify, juste te dire une chose. Oui. C'est que beaucoup de rumeurs. Tu sais qu'on a parlé de Meghan Markle qui a été flushée avec le prince par Spotify vendredi. Oui. Je t'ai sorti le nombre de podcasts. C'est 2 sur un channel qu'il y avait et 12 sur l'autre C'est ça. en 3 ans. C'était insupportable. Et on fait 20 millions de dollars. Non, ça n'a pas de sens. Et là, ce qu'on a su, c'est que
les 12 qu'elle a faites avec des invités. Ah oui. T'as vu? J'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas elle qui les a faites. Non, arrête. Non, arrête. Je te jure. Il y avait quelqu'un qui faisait des podcasts avec les... Mettons, Vanessa Williams. Il y a quelqu'un qui faisait le podcast. Il y a quelqu'un qui faisait le podcast. Il enlevait les bouts de la personne qui le faisait, qu'on connaît pas, qui travaillait dans l'équipe de elle. Et elle, après ça, arrivait, puis elle faisait ses questions, puis eux autres, ils les inséraient. Hey, c'est capoté. T'es là. pas sérieux. C'est une crosseuse? Imposteur à l'infini. C'est incroyable. Tu prenais même pas le temps de faire ça, puis t'es payé pour. Non, c'est incroyable. Non, c'est de la fraude. C'est carrément de la fraude. C'est frauduleux. La dernière dans ce style-là que j'ai vu, c'est XM Sirius qui ont signé, je pense, pour 30 millions de dollars, Oprah Winfrey, pour faire un channel qui s'appelait Oprah and Friends, avec leur propre studio à eux autres, sur un étage, dans un building à New York. Quand même. Elle n'a jamais mis les pieds dans le studio. C'est Dr. Phil qui était là. Dr. Oz. Qu'elle a planté à l'élection. Oui. C'est lui qui a tenu le channel pendant 3-4 ans, lui tout seul. Mais pourquoi? Ah non, regarde, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, Spotify, c'est pourquoi? Hein? C'était quoi les livres audio. Les livres audio, oui. C'est le gros buzz. C'est le gros buzz. C'est augmentation de 26 par année de vente. OK? D'ici 2030, donc il reste quoi, 7 ans? Ça va être une business de 30 milliards par année. Là, je suis... 30 milliards par année. Et t'as peu. Pas fini. Là, l'intelligence artificielle essaie de donner un peu d'émotion à la voix. La raison, c'est qu'ils veulent que les livres, les vieux livres, tout soit fait par l'intelligence artificielle. Donc, mettons que tu as un livre qui a été fait par Elvis. Voilà. Le livre va être lu par Elvis. T'es pas sérieux. Mais là, en ce moment, c'est juste que l'intelligence artificielle a toujours un peu le même ton. Oui. Tu sais, pas capable de jouer avec la voix, tu sais, avec un genre de pause. Ou... C'est la beauté de la voix humaine. C'est ça. Il y a un côté encore pas trop... Ça s'en vient. Ils disent, on est en train de travailler pour qu'il y ait ce côté émotion dans la voix. Imagine-toi le marché qui se trouve là. Ah non, ça va être... c'est écœurant. C'est écœurant, là. Podcast et... ils disent que podcast et les livres audio, c'est le futur des médias. Au niveau cash, là, d'augmentation de valeur. Les autres vont tous diminuer. On le voit, là. Je veux dire, il n'y a pas moins de radio qu'avant. Là. Les gens disent qu'il y a moins de radio qu'avant. Non, c'est juste qu'il n'y a plus de radio. C'est de l'audio qui est disponible. C'est de l'audio. C'est de l'audio qui est disponible sur plusieurs formes, puis plusieurs plateformes pour les écouter, et tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens qui aiment l'audio, oui, il y a de plus en plus de stock qui s'en vient. Il y a vraiment beaucoup de stock. Et si vous dites, regarde, mettons un exemple. J'aimerais bien ça, moi, écouter Joe Rogan avec le gars Kennedy, là, mais je parle pas assez anglais pour comprendre et écouter 3 heures de temps. Bien, l'intelligence artificielle va... faire l'entrevue en français. En français avec les... Voilà. Non, c'est capoté ce qui s'en vient. C'est capoté. Voilà pour... c'est fait. C'est fait pour aujourd'hui. Merci aux profs. Merci à... Régent, on va voir. On va essayer de l'avoir cette semaine, mais sinon, c'est sûr qu'on va essayer de l'avoir une dernière fois avant les vacances du mois de juillet. Ben oui. Mais Régent, c'est un homme occupé. Yes, il est occupé. Hey, thank you, Mr. White, pour toute la production. Merci à Jerry. Yes. Et comme je le disais, merci au prof Caron. Mon nom est Jeff Fillion. On est sur Prime pour les gens que ça leur tente d'avoir du stock cet été. On en a 3 heures par jour exclusif. Allez vous abonner sur radiopirate.com. On s'en parle demain. See ya. Broadcasting from the den.